bonjour à tous, bonjour à toutes, ou le contraire d'ailleurs en général. Je voudrais dédier cette intervention à Philippe Lefort, qui nous a quittés il y a un mois et demi à peu près, et qui a changé en France la façon qu'on avait d'appréhender la dynamique en rivière, la façon d'appréhender la morphologie. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé à Sogrea, qui est ensuite devenu Artelia, qui a continué de façon très active à étudier les rivières quand il était indépendant et qui nous a légué un ensemble de connaissances qui est assez unique et qui nous a aussi légué la meilleure formule de transport solide pour estimer le transport en rivière. Moi, il m'a tout appris. Et comme c'était quelqu'un de très généreux, il y a beaucoup de gens à qui il a tout appris. Donc c'est quelqu'un qu'on va regretter parce que, comme vous allez le voir maintenant, on va aller dans un monde qui va être très compliqué, en tout cas pour ceux qui s'intéressent aux rivières et aux torrents. Et donc c'est le genre de personne qu'on aurait aimé avoir encore avec nous. Alors, sur la façon dont on va procéder aujourd'hui, alors vous voyez ces petits nuages-là qui montent, qui sont assez énervants parce qu'ils montent tout le temps. Ça symbolise nos émissions de gaz à effet de serre qui, quoi qu'on fasse, continuent de façon imperturbable à aller se stocker dans l'atmosphère. Donc il va y avoir une introduction, elle a déjà commencé. Ensuite, on parlera du climat et des risques en montagne, avec les risques naturels d'abord, ensuite le changement climatique et ensuite l'impact du changement climatique en faisant un focus sur l'eau et sur les risques. Puis ensuite, il y aura une deuxième partie qui, on ne va pas vous laisser comme ça quand même, qui abordera les solutions qu'on peut envisager pour rester dans une montagne qui est habitable. Alors, il faut que je me présente quand même. Donc, je suis docteur ingénieur en géosciences et depuis que je suis tout petit, je travaille sur les risques torrentiels. Donc, je suis spécialisé dans les risques torrentiels. Et depuis quelques années, de façon assez claire, on voit que le monde change. On voit que ce qu'on pensait acquis n'est plus acquis et qu'on se retrouve face à des phénomènes qu'on n'imaginait pas et on est relativement désemparé. Donc, par rapport à ça, je me suis intéressé aux phénomènes climatiques. Ce que je vais vous présenter, ce n'est pas le changement climatique vu par moi-même, c'est le changement climatique tel qu'on le retrouve dans la littérature scientifique. Et vous verrez que j'ai aussi utilisé des transparents d'une association qui travaille sur le sujet. Alors, on va faire un peu une liste très sommaire et assez brutale des différents risques naturels. Alors, ça commence pas bien parce que les glaciers en soi, ce n'est pas un risque naturel, c'est un milieu. C'est un milieu qui génère des risques d'origine glaciaire et périglaciaire. Et mon propos, c'est de vous montrer qu'en fait, le risque, c'est le croisement d'une situation locale, par exemple un glacier, avec un forçage météorologique. C'est-à-dire que le glacier, il est très dépendant des précipitations. S'il n'y a pas de neige qui tombe, il n'y a pas de glacier. Et il est aussi très dépendant de la température. Alors, c'est cette forte dépendance à la température qui fait qu'aujourd'hui, les risques d'origine glaciaire sont les premiers qu'on est en train de ressentir. Là, vous avez un exemple en Italie où vous avez un glacier qui était un glacier froid, donc accroché par la glace au rocher. Et ce glacier froid, il est devenu tempéré, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui s'est mise à couler entre le glacier et la roche, et du coup, il est parti, il s'est mis à glisser. Donc là, on a un effet direct de la température. Alors, les risques d'origine glaciaire et périglaciaire, c'est un secret pour personne, ils sont en train d'exploser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 7 fois plus de risques avérés que ce qu'on avait dans les années 80. Alors, on n'en parlera pas, parce que c'est quelque chose qui est très répandu, et on va s'intéresser plutôt aux phénomènes érosifs. Alors, dans les phénomènes érosifs, vous avez les glissements de terrain. Les glissements de terrain, c'est à la fois le croisement d'une géologie défavorable, d'une géométrie qui est contraignante, et des précipitations. Mais alors, le glissement de terrain, la particularité, c'est que c'est des précipitations à long terme. C'est plus la pluie mensuelle que la pluie instantanée qui va générer le glissement de terrain. Alors, vous avez ici un exemple. C'est le glissement de terrain de Grand-Îlette, dans le cirque de Salazie à La Réunion. Donc, c'est un des plus gros de France. Il y a 100 millions de mètres cubes qui bougent. Tous les petits points blancs, là, c'est des maisons qui sont sur le glissement et qui bougent. Et j'ai pris cet exemple parce qu'en fait, dans le cirque de Salazie, on a des précipitations qui sont exceptionnelles.
On a 5 mètres de précipitations annuelles. À La Réunion, on parle en mètres, hein, pas en millimètres. Et il y a une étude, il y a quelques années, qui a montré que le même glissement de terrain qui serait situé dans un autre cirque, dans Mafat ou dans Sillaos, avec des pluies plus faibles, eh bien, il ne glisserait pas. Ce qui fait le mouvement, le glissement des 100 millions de mètres cubes, c'est à la fois la géologie défavorable, mais surtout le fait qu'on ait des précipitations qui sont très fortes. Alors, on continue de façon un peu caricaturale avec les éboulements. Alors, les éboulements, c'est toujours compliqué parce qu'il y a des tas de phénomènes qui interviennent. Il y a les cycles gel-dégel, il y a les précipitations à long terme, il y a les orages, etc. Donc, le phénomène à la fin, c'est qu'on a un contexte défavorable et un forçage météorologique. Alors là, j'ai pris un exemple qui est un peu différent. C'est un petit éboulement. Vous voyez, il y a un caillou là qui est passé, qui a pulvérisé une maison. Et j'ai pris cet exemple-là parce qu'en fait, il montre bien la façon dont on procède quand on étudie les risques naturels. Là, je vais vous spoiler et détruire un mythe. En fait, quand on étudie les risques naturels, on affiche que ce qui va se passer à l'avenir, c'est ce qui s'est déjà passé. Donc, à cet endroit-là, si on avait fait une étude de chute de blocs, on aurait remarqué qu'il y avait déjà un gros bloc qui était là, et donc que c'était un site qui était très explosé, et du coup, on n'est pas surpris qu'il y ait un caillou qui soit tombé à cet endroit-là. C'est assez logique. Alors ensuite, on arrive sur le phénomène intégrateur, c'est le torrent, et puis la rivière, qui vont récolter toutes les érosions qui se produisent dans le bassin versant, et qui vont les amener d'abord dans la vallée, et ensuite les exporter loin du massif montagneux. Donc il suffit qu'il y ait 3 cailloux qui bougent, et tac, systématiquement, on se retrouve avec des risques d'origine, de caractère torrentiel, avec une remise en mouvement des matériaux. Alors, c'est intéressant de voir un peu la façon dont les choses se produisent. Aujourd'hui, le risque principal, c'est le risque glaciaire, et ça concerne 220 km² en France. C'est quelque chose d'assez marginal, et en plus, c'est des kilomètres carrés qui sont perdus loin de tout dans la montagne, où il n'y a personne qui habite. Si on regarde les autres phénomènes érosifs, eh bien là, on va changer complètement d'échelle, puisqu'on est plus de 1000 fois plus, des surfaces qui sont 1000 fois plus étendues, et surtout, c'est des surfaces où il y a les gens qui habitent, donc avec des enjeux infiniment plus forts. Autrement dit, si vous avez bien aimé les risques d'origine glaciaire et périglaciaire, vous allez adorer les phénomènes érosifs, parce que le champ d'expression de ces phénomènes-là est infiniment plus grand. Alors, je vais prendre un exemple de déstabilisation torrentielle qui n'a rien à voir avec le changement climatique et qui se déroule aux Arcs. Alors, rappelez-vous la station d'Arc-Cessan en 1980. Il y avait des petits bâtiments avec des petites pistes et des petites routes. Et à côté, vous aviez un ruisseau sympathique que personne n'avait repéré, qui s'appelait le ruisseau de la Ravoire. Ces petits aménagements ont généré une petite augmentation des débits liquides. Et on a déstabilisé le torrent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déstabiliser un torrent? C'est que dans l'imaginaire qu'on a, un torrent, c'est un ensemble de blocs avec de l'eau qui jaillit joyeusement d'un bloc à l'autre, et les blocs assurent la stabilité du lit. Dans le cas présent, les blocs ont été emportés, et le torrent qui était stabilisé depuis 10 000 ans, eh ben, l'érosion s'est produite et a enfoncé le lit de 10 à 15 mètres. Donc, on s'est retrouvé avec la formation d'une gorge dans laquelle il a fallu construire une série de grands barrages. Et tous les franchissements, toutes les routes qui passaient, toute la voie ferrée qui passait en dessous, au lieu de passer sur un petit pont, eh ben, la voie ferrée, elle passe dans un grand tunnel sous les dépôts de matériaux. Donc, on a eu, pour un apport faible, un apport liquide faible, on a eu 300 000 m3 de dépôts qui ont été apportés en bas de la vallée, et des travaux d'un coût qui serait aujourd'hui de l'ordre de 40 millions. Donc c'est quelque chose d'assez colossal, et il y a toute une série de torrents comparables sur le versant. Donc tout ça parce qu'on a déstabilisé un équilibre qui avait été bien établi entre le torrent, les contraintes hydrologiques et le versant. Et c'est un équilibre qui datait depuis 10 000 ans. Alors pourquoi je fais une fixation sur les 10 000 ans? C'est qu'il y a un peu plus de 10 000 ans, on était dans une ère glaciaire, c'est-à-dire qu'ici, à Grenoble, il y avait plusieurs centaines de mètres de glace. Le niveau des mers était 120 mètres plus bas, et on avait une température moyenne mondiale de 10 degrés.
L'homme s'est adapté, comme il s'adapte toujours, et ça a dû être assez douloureux parce qu'au moment du goulet démographique, il y restait 500 habitants en Europe. Donc il y a beaucoup d'habitants qui avaient disparu. Aujourd'hui, on vit dans un monde merveilleux, on est passé de 10 à 15 degrés, ça fait que 5 degrés d'écart, et on se retrouve avec des calottes glaciaires qui sont reléguées très loin, et on a une mode de vie qui est tout à fait facile. Donc il y a beaucoup plus de 500 habitants en Europe aujourd'hui. Ça, c'est lié à l'effet de serre, naturel qui est autour de la Terre. Et si on n'avait pas d'effet de serre, il ferait moins 18 degrés, ça veut dire qu'on n'existerait pas. Donc l'effet de serre, c'est quelque chose de puissant qui nous apporte aujourd'hui 33 degrés de réchauffement et de changement de température, ce qui permet la vie sur Terre. On est très loin des 400 degrés comme on a sur Vénus, on a juste un effet de serre comme on le souhaiterait. Alors, j'ai fait l'hypothèse que tout le monde ici était au courant du changement climatique, que tout le monde savait qu'on avait injecté des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et le résultat de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que vous avez la courbe en noir qui montre que depuis les années 70, on a un réchauffement continu de la température sur Terre. Si on enlève les facteurs humains, on aurait eu une stabilisation quasi totale de la température. Si on ajoute les effets humains, on a le réchauffement en question. Autrement dit, et c'est une bonne nouvelle, le réchauffement climatique qu'on connaît aujourd'hui est complètement lié à l'homme. Alors du coup, la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer? Alors qu'est-ce qui va se passer? En fait, on ne sait pas, puisque comme c'est quelque chose de lié à l'activité humaine, ça dépend de l'activité humaine. Donc les climatologues, ils ont défini une série de scénarios sociopolitiques en disant, en gros, en essayant de balayer le champ du possible, en disant, bah oui, j'ai bien compris qu'il y avait un problème, mais je suis responsable, donc je vais réduire mes émissions de gaz à effet de serre, ou à contrario, j'en ai toujours émis de plus en plus, c'est trop bien et je continue. Donc entre les deux, vous avez à peu près tout ce que vous pouvez imaginer comme comportement. Et quand on injecte ça dans des modèles climatiques, on se retrouve avec des projections qui sont implacables. C'est-à-dire que si je suis raisonnable et que je réduis mes émissions de gaz à effet de serre, je stabilise les températures. Si je ne le suis pas, je me retrouve dans un monde qui sera très difficilement vivable, avec 5 degrés d'écart par rapport à ce qu'on a aujourd'hui en moyenne. Alors je profite de l'occasion pour faire remarquer que vous voyez que au début, tous les scénarios conduisent dans les décennies qui viennent à quasiment les mêmes réchauffements. Et donc les gens ont conclu que de toute façon c'était foutu, puisque la machine climatique avait de l'inertie. C'est complètement faux. La machine climatique n'a pas d'inertie. L'inertie, elle est sociétale. C'est-à-dire que vous voyez que dans les différents scénarios qui sont établis, dans les premières décennies, on a exactement ou presque les mêmes émissions de gaz à effet de serre. Donc les mêmes émissions de gaz à effet de serre conduisent au même scénario et au même réchauffement dans les premières décennies. Alors, jusqu'à maintenant, on a considéré le réchauffement comme quelque chose d'uniforme. Rien n'est plus faux. Vous voyez que vous avez un réchauffement, qui, notamment dans l'hémisphère nord, qui est beaucoup plus marqué au niveau du pôle nord qu'à l'équateur. Évidemment, suivant le choix humain, les réchauffements sont très différents, mais en tout cas, on a des réchauffements qui sont contrastés. Et ça, c'est important. C'est important parce que ce qui va créer le vent sur Terre, c'est les différences de température. Autrement dit, quand on change la répartition des températures, on va changer la répartition des vents. Et quand on habite en Europe ou en Amérique du Nord ou en Asie, il y a un vent qui est essentiel, c'est le jet stream. C'est celui qui va séparer l'air polaire de l'air chaud plus tempéré. Et ce jet stream, c'est celui qui va faire concrètement la pluie et le beau temps en Europe. Le moteur du jet stream, c'est la différence de température entre les températures équatoriales et les températures polaires. Autrement dit, si les pôles se réchauffent plus vite, la différence de température diminue, ça s'est observé, et la vitesse du vent diminue. Toute personne qui a déjà fait du vélo ou du ski sait très bien que moins on va vite et plus on peut faire des virages marqués. Donc ce qu'on observe, c'est que le jet stream, il fait des oscillations de plus en plus marquées, avec de l'air froid qui va de plus en plus au contact d'air très chaud, de l'air chaud qui va de plus en plus au contact d'air froid, et surtout vous avez des espèces de poches où on va piéger soit les anticyclones, soit les dépressions.
Une des manifestations de ce comportement-là, c'est le dôme de chaleur. Alors là, vous avez un exemple sur le Canada où vous avez un effet d'emballement où pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, vous avez des températures qui sont très, très supérieures aux températures qu'on observe ordinairement. Alors, il n'y a pas qu'aux États-Unis où on a ça. Hein. Nous, en Europe, on a la même chose. C'est-à-dire que là, rappelez-vous, on est au mois d'août 2023. Au mois d'août 2023, il y avait une canicule en France et il y avait eu des crues exceptionnelles en Espagne, en Grèce et en Libye. Si vous vous placez un mois avant, au mois de juillet 2023, vous aviez, le système était décalé d'un cran avec des canicules exceptionnelles en Espagne et en Grèce, et on avait eu un mois de juillet pourri en France avec beaucoup de précipitations. Donc on a un impact qui est très fort. Alors, qu'est-ce que ça donne dans les évolutions probables? C'est que sur les précipitations notamment, c'est que les modèles y convergent de façon très robuste pour dire que le bassin méditerranéen dans son ensemble va devenir aride, en tout cas beaucoup plus aride que ce qu'il est aujourd'hui, et à contrario que l'Europe du Nord sera plus arrosée. Donc dans un monde de bisounours, on a un gradient progressif entre la zone aride et la zone très arrosée, et on a un climat idéal à Grenoble. L'expérience a montré que ce n'est pas du tout ce vers quoi on se dirige. On se dirige vers un jet stream qui oscille considérablement et qui va piéger à la fois des anticyclones et à la fois des dépressions. Autrement dit, de façon imagée, on a cru qu'avec le changement climatique, on aurait le climat de Marseille à Paris, ce qui n'était pas effrayant. Et en fait, on se dirige plutôt vers le climat de Dublin pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et le climat de Marrakech pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Vous regardez la végétation commune à Marrakech et à Dublin, et vous comprenez l'impact sur l'agriculture. Vous considérez les 10 millions de maisons en France qui sont bâties qui souffrent de problèmes de dilatation, retrait des argiles, et vous voyez que c'est le scénario catastrophe. Et vous regardez les précipitations, et vous comprenez très vite que quand on a un blocage, on se retrouve avec des crues, un blocage de précipitation, on se retrouve avec des crues catastrophiques comme on a eu dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors, ça, c'est quelque chose dont on parle très peu, et c'est ce qu'on appelle, c'est ce que le GIEC considère comme les scénarios à faible probabilité, fort impact. Alors, le risque, en fait, vous pouvez le définir comme le croisement de la probabilité avec l'impact du phénomène. Donc, je prends un exemple. Si je prends mon vélo, je vais me promener, j'ai une probabilité assez forte de casser mon vélo ou de crever. Et donc, ça va avoir un impact assez modéré parce que pendant quelques heures, je vais galérer pour rentrer chez moi. Mais au final, même si ça arrive souvent, c'est un petit risque. Inversement, au-dessus de chez moi, il y a le barrage de Tignes. EDF m'a promis que c'était très, très improbable qu'il casse. Et c'est heureux parce que si le barrage de Tignes casse, les impacts sont majeurs. Et finalement, ce phénomène de faible probabilité et de fort impact, c'est celui qui va générer le risque au maximum. Donc, c'est des scénarios qui sont importants. Et aujourd'hui, dans le domaine climatique, on est complètement à côté de ça. C'est-à-dire que l'impact, c'est la disparition potentielle des scénarios à fort impact, c'est la disparition de la civilisation sur Terre. Et on est à regarder les phénomènes les plus probables et on prend les valeurs médianes de scénarios intermédiaires. Donc, si vous lisez un rapport du GIEC, les vrais, ceux qui font 3000 pages, vous voyez que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les scientifiques. Et dans le prochain rapport du GIEC, vous aurez un chapitre entier sur les scénarios à faible probabilité, fort impact. Si je traduis ça dans la vie courante, quand je suis derrière un tracteur sur la route, je ne suis pas sûr qu'il y a un camion qui arrive en face. Donc, si j'en suis pas sûr, j'en parle pas et je double sans aucune visibilité, comme on le fait tous. En matière climatique, on est là, on double, sans savoir ce qui va arriver en face, parce que ce n'est pas sûr. Alors, par rapport à ça, vous avez, là on a parlé d'évolution régulière, vous avez des rétroactions positives. La rétroaction positive, c'est celle qui renforce le phénomène. Donc, la terminologie n'est pas très heureuse, parce que ça veut dire que c'est défavorable dans le cadre du changement climatique, et en français courant, on appelle ça un cercle vicieux. Donc, une des rétroactions positives les plus courantes, que je pense que tout le monde ici connaît, c'est celle du pergélisol. On a 2 fois plus de CO2 dans le pergélisol, les terres glacées du nord,
que dans l'atmosphère. Et quand on réchauffe ça, on libère du méthane qui va augmenter le réchauffement climatique et on a un phénomène d'emballement et on se dirige vers un autre équilibre que celui qu'on avait avant. Il existe aussi des rétroactions négatives comme le développement de la végétation. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elles sont beaucoup moins marquées que les rétroactions positives. Alors rappelez-vous, il y a 4800 ans, vous aviez des photos comme ça qui montraient le Sahara. Il y a 4800 ans, le Sahara était vert avec des rivières, des lacs, etc. Et il y a eu un petit réchauffement dans le nord de l'Europe et on a eu un changement, un basculement. Et on est arrivé, c'est beau aussi, mais c'est beaucoup moins accueillant que la photo d'avant. L'adaptation ici n'est pas possible. Et donc on a changé, on a eu un basculement, on a passé un point de bascule et on a eu un Sahara qui est devenu complètement aride. Ça, c'est quelque chose qui est assez courant. Donc ça, c'est un point de bascule régional, alors que la fonte du permafrost, c'est un point de bascule mondial. Alors la mauvaise nouvelle, elle est là. C'est qu'en fait, vous avez tout un ensemble de points de bascule qui sont autour d'un réchauffement de 2 degrés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les circulations marines, les circulations atmosphériques vont changer. Et on va se retrouver dans un monde qui est différent, un climat qui est différent. Aujourd'hui, le climat, le changement climatique comme on le vit aujourd'hui, c'est le même climat mais plus chaud. C'est facile. Donc aujourd'hui, si j'ai un réchauffement d'1 degré, ça veut dire que ma limite de neige, elle va monter de 150 mètres. Facile. Demain, quand j'aurai changé les circulations atmosphériques, à ce moment-là, je peux très bien avoir un automne complètement sec, un début d'hiver complètement sec, et je n'aurai pas de neige à 3000 mètres d'altitude. Quand on exploite une station de ski, ça devient compliqué. Donc le passage des 2 degrés, c'est quelque chose qui va nous projeter dans un monde qui est inconnu. Et là, on va avoir des déboires qui sont importants. Donc, le 2 degrés, c'est ce qu'on trouve dans les accords de Paris. Moi, j'ai longtemps considéré que c'était un accord politique et que, ma foi, si ce n'était pas 2 degrés, c'était 2,5 degrés, c'était moins bien, mais ça le faisait. Ce n'est pas ça du tout. Le 2 degrés, c'est une contrainte climatique, à partir de laquelle les choses vont devenir beaucoup plus compliquées. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle, et je ne vais pas vous laisser tout de suite. On a tout de suite la bonne nouvelle. C'est-à-dire que si vous regardez les températures qu'on vit actuellement, on a effectivement le réchauffement. Les simulations sont toutes parfaitement explicites. Si j'arrête les émissions de gaz à effet de serre, je stabilise immédiatement le climat. En une décennie à peine, j'ai une stabilisation des températures. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est une stabilisation pour des siècles ou des millénaires, donc il n'y aura pas de retour en arrière. Mais par contre, je stabilise complètement les températures. Les phénomènes avec retard, comme la fonte des glaciers, comme le dépérissement des forêts, eux, ils vont rattraper leur retard. Pour mémoire, la dernière fois qu'il y a eu autant de CO2 dans l'atmosphère qu'aujourd'hui, c'était il y a à peu près 3 millions d'années. À l'époque, le niveau de la mer était entre 12 et 20 mètres plus haut que le niveau de la mer aujourd'hui. Ça vous donne une idée du retard qu'on a par rapport à ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va quand même assez doucement. Alors, ça, c'était une approche mondiale. Si je regarde la France et l'Europe, je ne vous apprendrai rien en vous disant que c'est des continents. Et en fait, les continents se réchauffent beaucoup plus vite que la mer, qui a une énorme inertie. Et donc, quand on prend une moyenne mondiale, ça veut dire que le réchauffement moyen mondial, il est multiplié par 1,5 sur les continents, de façon assez, en tout cas pour l'Europe. Ça veut dire que le réchauffement de 2 degrés dont on parlait tout à l'heure, il est de 3 degrés, ça correspond à un réchauffement de 3 degrés en Europe. Dans les Alpes, on a un réchauffement qui est multiplié par 2, parce qu'il y a plusieurs raisons. Il y a l'effet de l'albédo, il y a le fait qu'on remonte à partir de températures plus basses, etc. Donc on a un réchauffement qui est beaucoup plus marqué dans les Alpes. Donc le 2 degrés mondial, c'est 4 degrés dans les Alpes. Alors vous avez des simulations, je vous encourage à les voir, qui ont été faites et bien faites par Météo France. Vous avez toutes les simulations que vous pouvez imaginer. Là, vous avez les réchauffements. Donc en noir, c'est les réchauffements les plus importants, au-dessus de 8 degrés. Et vous voyez que les zones qui se réchauffent le plus, c'est clairement les Alpes, massif du Mont Blanc, Vanoise, Écrin, Haut-Tubail. Vous avez un petit point chaud là sur le Andorre, mais très clairement, les Alpes se réchauffent beaucoup plus que le reste. Alors le scénario qui vous est présenté ici, c'est le scénario à plus 2,7 degrés
pour lequel on est censé s'adapter, dans la gamme haute des réchauffements observés, et c'est le réchauffement en été. Le réchauffement en été, il est plus marqué. Le résultat des courbes, c'est que là-dedans, au niveau des points noirs, vous avez beaucoup de pixels où vous avez un réchauffement de plus 10 degrés pendant tout l'été. Plus 10 degrés, ça correspond à 1500 mètres de dénivelé. Autrement dit, c'est les températures d'Albertville à Val d'Isère pendant tout l'été. C'est les températures de Sisteron au col du Lautaret pendant tout l'été. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même végétation, ce n'est pas du tout le même milieu. Les choses sont complètement différentes. Pour un réchauffement mondial moyen de 2,7 degrés. Alors, pour les températures extrêmes, c'est encore plus fort. On est plutôt vers 12, voire 14 degrés de réchauffement, parce que, en fait, on a un aplatissement de la densité de probabilité. Je m'explique. Là, vous avez l'ampleur du phénomène, ça peut être les températures. Par exemple, on comprend très bien avec les températures. Et vous voyez que, classiquement, les températures, elles ont une répartition du type gaussien, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de températures normales, si j'ose dire, et puis de rares températures extrêmes. Donc ça, c'est dans le scénario du climat ancien, et vous pouvez définir un événement extrême qui correspond à une probabilité centenale. Jusque-là, tout va bien. Vous avez un changement climatique et vous voyez que votre densité de probabilité, elle est décalée. Donc vous avez eu raison de venir, quand on a un réchauffement climatique, les températures sont plus élevées. Déjà, c'est quelque chose qui est assez clair. Et vous voyez qu'elles ne sont pas beaucoup plus élevées pour les valeurs les plus importantes. Mais surtout, ce qu'on observe, c'est un aplatissement de la courbe, une augmentation de l'écart type. Et en fait, on a des températures qui sont de plus en plus extrêmes. Et le résultat des courses, c'est que l'événement extrême qui était très peu probable dans le climat ancien, même avec un petit réchauffement, il devient beaucoup plus probable. Donc on a une dérive et on a des phénomènes de plus en plus extrêmes qui vont de plus en plus loin. Alors on a avancé là, on a parlé des risques naturels, du changement climatique, et maintenant on va voir l'impact sur l'eau et sur les risques. Le cycle de l'eau, tout le monde connaît, ou presque. Vous avez des océans qui bouent, c'est connu. Et quand l'océan bout, vous avez de l'évaporation, vous avez la vapeur d'eau qui monte, qui va se condenser et qui va être transférée par un vent adéquat sur le relief avec des précipitations, un peu de stockage et un retour vers l'océan. Dans ce bilan-là, ce qu'on oublie en général, c'est l'évapotranspiration. L'évapotranspiration, c'est à la fois l'évaporation en surface et c'est la transpiration des plantes qui vont réinjecter dans l'atmosphère de l'humidité. Donc si vous avez un pot de fleurs, par exemple, l'évapotranspiration, c'est la quantité d'eau que vous êtes obligé de verser dans le pot de fleurs régulièrement pour compenser l'évapotranspiration et permettre à la plante de vivre. J'ai fait le test avec rigueur plusieurs fois. Si on oublie d'arroser la plante, elle meurt. Ça, à tous les coups, ça marche. Les gens sérieux, ils ont bien remarqué que plus il faisait chaud, plus il fallait arroser la plante. Et plus il fallait le faire souvent. Donc l'évapotranspiration, elle augmente beaucoup avec la température. Le résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, dans les Alpes, j'ai des précipitations qui sont stables. Alors c'est très vrai dans les Alpes du Nord, sur Bourg-Saint-Maurice. C'est de moins en moins vrai sur Embrun. Et ça s'écroule au sud des Alpes. Mais grosso modo, on a des précipitations, en tout cas dans les Alpes du Nord, qui sont stables. Si on fait le bilan hydrique, c'est la différence entre la pluie qui tombe et l'évapotranspiration. Autrement dit, c'est ce qui va rester dans le sol. Eh bien, je vois que mon bilan hydrique ici s'écroule. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus de sécheresse agricole avec la même quantité de pluie parce que j'ai de plus en plus d'évaporation. Autrement dit, j'ai les sols qui sont de plus en plus secs uniquement liés au fait que la température augmente. Alors l'impact sur l'agriculture, il va être assez compliqué. Même dans les alpages, là vous avez tous les alpages des Alpes, et vous voyez que dans le sud, on va avoir tout va changer. On va avoir moins de neige, un cycle végétatif qui est différent, l'évapotranspiration qui va augmenter, les pluies, on ne sait pas trop, on aura des incendies là où on n'en avait pas, on a une nouvelle végétation et on sera obligé de changer l'exploitation complète du site. Donc dans les Alpes du Sud, les alpages sont fortement compromis. Dans les Alpes du Nord, c'est moins net. Alors, si maintenant on en vient aux choses sérieuses, c'est-à-dire les crues, à ce moment-là,
la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a à peu près tous les voyants qui sont au rouge. Première chose liée au changement climatique, c'est qu'on va avoir de plus en plus de phénomènes qui vont se produire sous forme de pluie et pas sous forme de neige. Autrefois, vous aviez une pluie forte en hiver, il neigeait et il n'y avait pas de crue. Aujourd'hui, on l'a vu en 2023, même en montagne, vous avez de la pluie qui tombe en décembre et ça vous fait des crues qui arrivent en décembre. Donc on augmente mécaniquement la durée des crues et donc le nombre de crues. Ensuite, on a le réchauffement des mers et des océans qui favorise l'évaporation. Donc ça, c'est très net pour les dépressions méditerranéennes. On a un renforcement des phénomènes convectifs parce qu'on a des contrastes de température qui sont plus marqués. On retrouve la relation de Clausius-Clapeyron qui vous dit qu'on a 7% d'humidité en plus dans l'air à chaque fois qu'on gagne 1 degré. Et on a des problèmes de saturation des sols qui sont liés à la fois à des pluies de forte intensité et à la fois aux situations de blocage comme on l'observe avec les évolutions du jet stream. Le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des oursins, c'est-à-dire qu'on a des données et des crues qui sont aberrantes, qui n'auraient jamais dû se produire. Donc sur la droite, vous voyez Saint-Martin-Vésubie, avant et après la crue. Je ne vous précise pas quel diapo correspond à avant et après. Si je prends les précipitations à Saint-Martin-Vésubie, je peux classer ça dans suivant de la variable réduite de Gumbel, ce n'est pas important. Ce que je vois, c'est que les pluies à Saint-Martin-Vésubie sur 70 ans, elles respectent parfaitement la loi statistique de Gumbel. Tous les points sont quasiment alignés. J'ai 70 années de mesure. Là, je suis sur des rails. J'ai la vraie loi statistique à Saint-Martin-Vésubie pour les pluies. Sauf que la tempête Alex arrive. Et là, je vois que je ne suis pas sur la droite. Alors je me dis, à quelle période de retour correspond ma pluie d'Alex? Vous voyez que la droite, elle permet de définir, par exemple, la pluie décennale, la pluie centennale, la pluie biennale, etc. Donc, je me translate. C'est long. Et je n'ai pas osé marquer le résultat, parce que là, ma période de retour, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 100 ans, c'est 420 000 ans. Autrement dit, en langage scientifique, ça s'appelle un truc impossible. Ce n'est pas possible d'avoir une pluie, ou presque, de 420 000 ans de période de retour. Il y a un truc qui ne marche pas. Alors, je peux dire, ouais, j'ai pas eu de chance. Je joue au loto. Hein. Là, ok, j'ai pas eu de chance. Sauf que 3 ans après, dans le haut bassin versant de la Vésubie, je me reprends une crue avec une période de retour de 80 ans. Et là, ça fait comme là, on n'a vraiment pas de chance du tout. Quoi. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai ma pluie qui est là, j'ai ma loi statistique, et alors je peux imaginer ce que je veux. Voilà, on découvre la créativité, on peut avoir la loi qu'on veut, sauf que la réalité, c'est que personne aujourd'hui n'est capable de définir la pluie centennale à Saint-Martin-Vésubie. Et ce n'est pas qu'on va vers une nouvelle loi statistique, c'est que c'est une loi statistique qui évolue. C'est-à-dire que la pluie centennale à Saint-Martin-Vésubie, ce n'est pas la même qu'il y a 10 ans, et ce n'est pas la même que celle qu'on aura dans 10 ans. Donc il y a tout qui change, et il y a la seule chose dont on soit à peu près sûr, c'est qu'on est perdu. Ce qui est très désagréable. Alors, je reviens à la relation Clausius-Clapeyron qui a été évoquée tout à l'heure. Je vois que dans le scénario de l'adaptation au changement climatique, je suis à 2,7 mondial, 4 degrés en France, et quand je regarde dans la montagne, je suis à peu près à 6 degrés de réchauffement. Donc, je vais voir ce que ça donne sur les pluies. Donc, je pars de ma pluie, ça c'est la pluie centennale, et j'applique la relation de Clausius-Clapeyron. Je vois que ma pluie centennale, elle va être majorée de 30% à peu près si j'ai un réchauffement de 4 degrés. Elle va être majorée de 100%, pardon, c'est le pointillé bleu là. Elle va être majorée de 50%, comme évoqué tout à l'heure, si j'ai un réchauffement de 6 degrés, et elle va être majorée de 170% si j'ai un réchauffement de 8 degrés. Ce qui sont les réchauffements pour ce qui est prévu pour seulement 2,7 degrés de réchauffement mondial. Donc je peux calculer les périodes de retour que j'avais avant, et je vois que ma pluie centennale que j'ai aujourd'hui, que j'aurai avec un réchauffement de 4 degrés, dans l'ancienne loi statistique, j'avais une période de retour de l'ordre de 800 ans. Pour 6 degrés,
je vais avoir une pluie qui sera majorée à peu près, enfin une période de retour qui sera de l'ordre de 5000 ans, 2-3 000 ans, etc. Donc ensuite, je peux calculer les débits qui correspondent. Et je vois que quand j'ai un réchauffement de 4 degrés, ma crue centenale, mon débit de crue centenale, il est majoré de 100%. Donc j'ai double ma crue centenale. Si j'ai un réchauffement de 8 degrés, je multiplie par 3,4 la pluie centenale. C'est colossal. Et alors, pour ceux qui pourraient dire, oui, mais clausus clapeyron, c'est la saturation potentielle de l'air, et ce n'est pas sûr que ça arrive, et donc ce n'est pas sûr qu'on ait la pluie qui corresponde, le GIEC est impitoyable. L'augmentation des pluies sera dans les mêmes évolutions que la saturation potentielle de l'air. Donc, ça veut dire qu'on a des variations potentielles entre 200 et 350% de la pluie centenale. Pour ceux qui font un peu d'hydrologie, tout le monde connaît la relation de Crupédix, qui met la pluie au carré. Quand on a la pluie au carré, ça veut dire que si on majore de 50% la pluie, on double le débit. Donc, c'est quelque chose qui est robuste. Alors, je passe à l'autre aspect qui est assez désagréable, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure avec les situations de blocage, qui est un aspect complètement indépendant. Et je vois que, je vous rappelle qu'à l'automne 2023, on a eu autant d'événements de risques naturels que dans une année moyenne, en ayant soit en cacadois les étoiles des glissements de terrain, soit en vert, vous avez des crues torrentielles. Donc vous voyez qu'il y a eu des crues dans tous les sens, dans les Alpes du Nord, mais aussi dans les Alpes du Sud. Si je prends par exemple la Durance-en-Embrun au mois de décembre, en moyenne, le débit il est entre 20 et 50 mètres cubes seconde. Facile. Ça apparaît, depuis 60 ans, on a ça. Vous rajoutez l'automne 2023 et on a changé de monde. Clairement, on a quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce qu'on avait observé jusqu'à maintenant. Alors, ça n'a eu aucun impact, à part quelques invertébrés qui ont passé un mauvais réveillon de Noël. Il n'y a pas d'impact, mais on se retrouve dans un fonctionnement qui est différent. Et si vous remontez un peu vers Risoul, vous voyez qu'il y a eu des impacts quand même sur les crues. Alors, ça introduit le problème de l'infiltration. Donc, je vous ai tracé en abscisse la pluie qui tombe, ça c'est facile. Et en ordonnée, vous avez la pluie efficace, c'est-à-dire, grosso modo, la pluie qui va ruisseler et qu'on va retrouver dans la rivière. Alors, dans le monde idéal des hydrologues, les bassins versants sont complètement artificiels et ce qu'on retrouve dans la rivière, sont complètement imperméables. Et ce qu'on retrouve dans la rivière correspond à la pluie qui tombe. Dans le monde réel, ce n'est pas ça. Au début, en règle très générale, quand il pleut, il ne se passe rien. Ça, c'est la règle générale. La pluie s'infiltre et il ne se passe rien dans la rivière. Puis, si vous avez une pluie qui est plus forte, vous commencez à avoir une saturation des terrains, vous avez de moins en moins d'infiltration, et à ce moment-là, vous avez des débits qui apparaissent dans la rivière. Et puis, si la crue est très forte, tout ce qui va ruisseler en plus va finir dans la rivière. C'est la théorie du Gradex qui est universellement reconnue. Donc, du coup, pour une pluie forte, vous avez un débit qui est assez réduit parce que vous avez beaucoup d'infiltration. Pour une pluie plus forte, vous avez un débit qui est plus marqué parce que l'infiltration n'a pas beaucoup évolué. Si maintenant, vous saturez vos terrains, à ce moment-là, vous voyez que vous allez décaler votre loi puisque vous allez arriver tout de suite à la saturation. Donc, dès que vous avez un petit peu de débit, un petit peu de pluie, vous allez tout de suite avoir du débit dans la rivière. Vous avez eu, on a observé en 2023, des rivières qui avaient les nerfs à fleur de peau, si je puis me permettre, c'est-à-dire que dès qu'il pleuvait, tac, on avait tout de suite une petite augmentation de débit. Pas très forte, mais petite. Si maintenant je prends ce qui ressemble à une pluie décennale, eh bien, vous voyez que ma crue décennale, elle est multipliée par 2 ou 3, parce que tout de suite, j'ai déjà les sols qui sont saturés, et donc je me retrouve dans un système où tout ce qui arrive en plus va ruisseler. Puis si j'ai ma pluie centenale, eh bien à ce moment-là, je suis encore plus fort, j'ai des valeurs qui sont bien supérieures à ce que j'avais avant. Et alors, si en méga bonus, vous avez une pluie qui est beaucoup plus forte, comme on l'a vu tout à l'heure, ben là, vous explosez tous les compteurs. Alors, comme tout à l'heure, on peut faire des petits calculs pour s'amuser, voir un peu ce que ça donne.
Donc là, vous avez en abscisse, vous avez les périodes de retour. Donc, et là, vous avez le pointillé, c'est les débits pour un torrent des Alpes du Sud. Donc, débit décennal, débit centenal, millénal, décamillénal. Donc là, je vous ai calculé le débit tel que je l'estimais. C'est pas sorcier. Et ici, le débit si j'avais un ruissellement total. Donc ça me permet de calculer le coefficient de ruissellement. Et je vois que mon coefficient de ruissellement, grosso modo, il va passer de 0,20 pour une crue biennale à 0,65 à peu près pour une crue centenale. Donc ça, c'est hydrologie hyper classique. Maintenant, je me mets dans la situation où je dis, mon bassin versant, il est déjà saturé. Il est déjà complètement engorgé d'eau. Donc à ce moment-là, j'ai le coefficient. Je reprends le coefficient de ruissellement que j'avais pour une pluie extrême. Et donc, je peux recalculer les nouveaux débits. Et je vois, avec les nouveaux débits sur un sol saturé, que mon débit décennal il est multiplié par 2,7, que mon débit centenal il est multiplié par 1,8, 1,3 pour le millénal, et par construction, le décamillénal n'est pas changé. Autrement dit, le nouveau débit décennal, il a une période de retour de 200 ans. Le nouveau débit centenal, il a une période de retour, la période d'avant, de 800 ans, et le nouveau débit millénal, c'est une période de retour de 3000 ans. On explose complètement les périodes de retour. Je vous rappelle que ce calcul-là, il est indépendant de ce qu'on a fait avec Clausius-Clapeyron. Autrement dit, il y a une certaine superposition des deux. Alors, le résultat de ça, ce qu'on voit très clairement, c'est que la saturation du sol n'a pas d'impact. Enfin, pour une pluie extrême, en tout cas, la saturation du sol n'a pas d'impact. Et si j'ai une saturation initiale, quelle que soit la nature du sol, ça ne change rien. Je vous prends un exemple. On a eu à peu près les mêmes pluies extrêmes sur Saint-Martin-Vésubie et sur Valence en Espagne. C'est des bassins versants qui, on ne peut pas faire plus différents. Vous avez un bassin versant de montagne absolument pas urbanisé d'un côté. Vous avez de l'agriculture intensive et des zones urbaines de l'autre côté. Le résultat, c'est qu'avec la même pluie, on a eu le même débit, quasiment. Les débits sont complètement comparables par rapport aux tailles de bassins versants. Autrement dit, pour une pluie extrême ou dans un contexte de saturation, la nature du sol n'influence pas le débit de crue. Alors vous avez les climato-adaptatifs qui arrivent et qui vous disent « Papa, vous inquiétez pas pour l'hydrologie, on va désimperméabiliser, on va faire des villes éponges qui vont absorber tout ça. » Ça marche très bien. Ça marche très bien tant qu'on a des petites pluies, ça marche très bien tant qu'on n'a pas de saturation. Si on a une saturation et des pluies extrêmes, ça ne sert à rien. Ça n'a aucune efficacité. L'adaptation, dans le cas présent, ne vous fait croire que ça va être efficace. Ça sera efficace pour toutes les pluies et toutes les crues qui n'ont pas d'impact, et ça sera totalement inefficace pour les fortes pluies. L'adaptation tombe sur un mur, ça ne marche plus. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé des choses qui étaient faciles, c'est-à-dire des matériaux, de l'eau, pardon, mais dans une crue torrentielle, ça se caractérise par des apports de matériaux. Alors, vous avez les phénomènes glaciaires dont on ne parlera pas, avec une augmentation de la fourniture en matériaux, et la saturation des terrains va conduire à une augmentation, une forte augmentation de la fourniture en matériaux. C'est-à-dire que les matériaux, quand ils sont complètement dans des terrains saturés, un bloc de 2,7 tonnes dans un terrain sec, il va peser que 1,7 tonne dans un terrain saturé. Donc il sera beaucoup plus facilement mobilisable. On va avoir la perte de cohésion des terrains, on va activer des glissements de terrain et on va avoir un dépavage des lits, comme vous l'avez vu tout à l'heure pour la Ravoire. Donc là, vous avez l'exemple du Palpsa-Risoul. On est au mois de décembre, en 2023, et on a complètement déstabilisé le bassin versant par saturation des terrains. Donc on a une majoration du transport solide, des dépôts et de la pente d'équilibre. Alors, qu'est-ce que c'est que la pente d'équilibre? La pente d'équilibre, c'est la pente nécessaire et suffisante pour faire transiter vers l'aval les matériaux qui arrivent à l'amont. Donc là, vous avez un exemple avec une zone alluvionnaire qui est coincée entre deux verrous. Et donc, depuis 10 000 ans, on a réussi à atteindre la pente d'équilibre dans cette zone-là. Autrement dit, tous les matériaux qui arrivent à l'amont, ils transitent vers l'aval sans qu'il y ait de dépôt. Donc s'il y a une crue, là, c'est facile, il ne se passe rien. On s'ennuie. Alors la rivière va beaucoup divaguer, mais il n'y aura pas de variation de niveau. Si maintenant, on a une nouvelle pente d'équilibre qui est plus forte,
À la première crue, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un dépôt qui va se former à la rupture de pente avec la nouvelle pente d'équilibre et qui va avoir tendance à progresser vers l'aval. Donc au début, les gens qui habitent dans la petite maison, ils trouvent ça cool parce que pour eux, ça n'a rien changé. Sauf qu'à la deuxième crue, là, ils vont être grognons parce qu'ils vont commencer à être inondés. Et puis à la troisième crue, ils ne seront plus là. Et alors vous voyez que dans toute cette phase de remplissage progressif, eh ben, vous avez à l'aval, on a gardé la pente initiale, autrement dit, le transit solide en aval n'a pas changé. Par contre, quand le phénomène continue, à ce moment-là, on commence à avoir une augmentation de la pente, et donc on va avoir un transit vers l'aval de l'excédent en matériaux. La zone de régulation va perdre de son efficacité, et on va se propager vers l'aval. Alors quand j'ai dessiné ça, je pensais auprès de Madame Carl, à Val-Louise, où on a une augmentation des apports depuis quelques décennies maintenant, et on a un remplissage progressif avec une remontée incessante des niveaux au droit de la passerelle et une progression vers l'aval. Donc la petite maison rouge qu'on voyait, elle est par ici, et elle est irrémédiablement condamnée par l'augmentation de la pente d'équilibre. C'est quelque chose d'inévitable. Alors quand on est auprès de Madame Carl, on est tout près d'un autre endroit tout à fait sympathique qui est la Bérarde. Donc là, vous reconnaissez le village de la Bérarde, bien dessiné. Et ici, vous avez le glacier de Bonnepierre. Donc, comme indiqué dans les rapports du GIEC, les glaciers fondent. Et ce faisant, la fonte est hétérogène, ils vont créer des dépressions. Et comme indiqué dans le rapport du GIEC, vous avez un remplissage avec la formation de lacs supraglaciaires. Donc ça, c'est directement lié au changement climatique, comme la petite icône vous le montre. Arrive l'année 2024, je me retrouve avec la plus forte quantité de neige depuis 20 ans. Alors là, les choses sont plus compliquées parce qu'à la fois, vous avez des situations de blocage qui expliquent que pendant on a eu un hiver 2024 qui était très arrosé, mais en même temps, le changement climatique qui réduit la quantité de neige. Or, c'est très net à 1500 mètres d'altitude, ça l'est beaucoup moins à 2004. Donc là, l'effet est contrasté. Et puis, on a un isotherme qui remonte très vite et qui génère très facilement des fontes qui sont marquées. Donc ça, le fait qu'on ait de la fonte liée au printemps, ça génère évidemment un débit liquide. S'ajoute à ça une dépression avec des précipitations qui ne sont pas très fortes, mais un peu hors saison, et qui arrivent sur des terrains saturés. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ça va générer une crue qui est assez forte. Donc, vous avez l'augmentation des débits liés aux précipitations. Et puis, pour des raisons qu'on ne connaît pas bien, le lac supraglaciaire a eu la mauvaise idée de se vider pendant la crue et il a augmenté un petit peu les débits liquides. Pas énorme, mais c'est un petit peu. Donc, on a une augmentation des débits. Si maintenant je m'intéresse aux matériaux, puisque la crue torrentielle, il y a toujours des matériaux, je vois que le recul du glacier, comme indiqué dans les rapports du GIEC, il vous dépose des matériaux sur le front du glacier. C'est des matériaux qui sont posés en vrac par le retour du glacier, par le retrait du glacier, qui sont très facilement mobilisables. Donc j'ai plein de matériaux qui sont disponibles ici. Et de façon un peu compliquée, j'ai de la fonte du permafrost, dont l'effet sur le glacier de Bonnepierre n'est pas flagrant. Si je regarde le lit à l'aval, dans un lit torrentiel, vous avez, comme je vous l'ai indiqué pour le premier exemple, un dépavage du lit. C'est-à-dire que votre lit avec les blocs, il résiste à un certain débit. Et si vous allez au-delà de ce débit-là, vous déstabilisez le lit et vous cassez le pavage. Donc ce débit de dépavage, on a toujours du mal à l'estimer. Par contre, ce qui est très clair, c'est que quand on a des terrains qui sont complètement saturés, le seuil de dépavage, la déstabilisation du lit est beaucoup plus facile. Donc là, on a eu, en lien avec les situations de blocage, on a eu un dépavage qui était réduit. Donc on s'est retrouvé avec le transport ordinaire dans le bassin versant, plus les matériaux qui étaient érodés sur le front du glacier, qui étaient facilement mobilisables, plus et surtout le dépavage du lit qui a conduit à l'érosion de 300 000 m3. Donc de la même façon que ce que vous avez vu tout à l'heure, vous avez un excès d'apport, vous augmentez la pente d'équilibre et du coup vous avez remplissé toute la zone de la Bérarde et vous voyez l'extrême précision du dessin puisque les dépôts dépassent le sommet du toit de certaines maisons. Donc le résultat il est assez net.
Au sommet du cône de déjection, on a eu jusqu'à 14 ou 15 mètres de dépôt. C'est la même maison, hein, avant et après la crue. Et après, vous pouvez jouer au jeu des 7 erreurs, là, 7 différences, niveau grand débutant. Donc là, vous retrouvez la barrière, la rambarde du pont, les maisons qui sont submergées. Et ce qui est le plus sidérant dans cette histoire, c'est qu'on a des terrasses qui ne sont pas des terrasses alluvionnaires, qui étaient perchées très au-dessus du cône de déjection et qui ont été complètement submergées. Ces terrasses-là, elles sont vraisemblablement d'origine glaciaire, c'est-à-dire qu'elles sont là depuis 10 000 ans, et pour la première fois depuis 10 000 ans, elles ont été submergées par le torrent. Donc on a passé un stade, on est arrivé à quelque chose qui était complètement différent de ce qu'on avait avant. Alors, les risques naturels, ce n'est pas nouveau. Depuis 150 ans, vous avez le RTM qui veille au grain et qui intervient à la fois par des ouvrages de génie civil et à la fois par du reboisement. Et tout ça, c'est des corrections qui sont adaptées au climat. Un des éléments clés, c'est la forêt de protection. Donc la forêt de protection, aujourd'hui, elle vit le martyre parce qu'elle est confrontée à des températures qui n'étaient pas habituelles. Elle a un problème de disponibilité en eau, les parasites en profitent, et on a des incendies là où on n'en avait pas avant. Elle est confrontée à une évolution qui est 10 à 100 fois trop rapide pour que naturellement la forêt s'adapte. Donc la forêt ne s'adapte pas. Et le résultat, c'est que, par exemple, 90% des aires pour les épicéas vont disparaître. Donc les épicéas vont être emportés par le changement climatique. De l'autre côté, vous avez des phénomènes érosifs qui sont différents, qui sont plutôt majorés. Le résultat de tout ça, je vous la fais courte, c'est que la petite maison dans la forêt qui était vachement sympa avant, on n'a plus du tout envie d'y habiter. C'est quelque chose qui va ressembler à ça. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on n'est qu'au tout début de l'histoire. On est ici, c'est-à-dire qu'on a eu un réchauffement qui est petit. La fête, elle est pour après. Les choses sérieuses vont devenir après. Les gens qui vous disent le changement climatique, je sais, j'y suis confronté. Non, ils sont confrontés au début de l'amorce du changement climatique. Et les impacts augmentent beaucoup plus vite que les températures. Donc le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des risques émergents qui ne sont pas seulement glaciaires et qui sont radicalement différents de ce qu'on connaissait avant. Ce n'est pas pareil mais plus fort, c'est différent. Et donc on est complètement démunis par rapport à des choses qui sont différentes. Donc le résultat de ça, c'est extrêmement désagréable à dire, c'est qu'on perd le contrôle des risques en montagne. C'est assez flagrant. Les risques en montagne, c'est l'urbanisme, c'est les transports et c'est la plupart des activités économiques. Le reste, c'est bon. Mais aujourd'hui, il y a des tas d'endroits où, avant, on pouvait dire il n'y a jamais eu de problème, il n'y en aura pas, n'ayez crainte. Et aujourd'hui, c'est un discours qu'on ne peut plus tenir. Donc on se retrouve avec des choses, on est désemparé face à des risques émergents qui sont différents, complètement différents de ce qui arrivait avant. Donc là, on a vu, on avance, mine de rien. On a vu le climat et les risques en montagne, et maintenant, je ne vais pas vous laisser comme ça, il y a quand même des solutions, il y a des chemins qui existent, ils sont un peu tortueux, mais on peut préserver une montagne qui est habitable. Donc, il y a des petits malins qui se sont dit, mais moi, ce n'est pas grave, changement climatique, je suis malin, je vais m'adapter. L'adaptation, c'est une preuve d'intelligence. Toute personne qui vit dans un environnement qui devient compliqué, il va s'adapter à son environnement. Et aujourd'hui, l'adaptation, c'est quelque chose d'indispensable parce qu'il n'y aura aucun retour en arrière. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est facile parce que le réchauffement climatique est embryonnaire. Donc, je vais vous donner 3 exemples. C'est que j'ai des crues qui sont plus fortes, je vais remonter les digues. Alors ça, moi, j'adore, je vous dis ça. Vous inquiétez pas avec votre changement climatique, je vous refais des digues, vous serez protégés, etc. Il n'y a pas de problème. Alors, vous avez aussi la modification des pratiques agricoles. Donc, par exemple, pour la vigne, on a dit on va changer les cépages et on va se mettre plus au nord pour avoir des vignes qui résistent à la sécheresse. Et puis, vous pouvez faire des économies d'eau parce que, évidemment, il y a de moins en moins d'eau. Donc, je prends un exemple, le bassin versant du lac du Bourget, Aix-les-Bains. Vous avez 200 000 habitants qui habitent dans le bassin versant qui consomment à peu près 12 millions de mètres cubes d'eau. Donc, vous pouvez être très volontaire et dire moi, je vais réduire de moitié la consommation des habitants et je vais économiser 6 millions de mètres cubes par an. Donc, tout va bien. Donc on fait ça, et puis quand on le fait, finalement ça marche, parce qu'on n'est pas idiot.
Donc, on continue comme avant et le réchauffement climatique se poursuit, mais on s'en fout parce qu'on s'est protégé, on est bien. Sauf qu'à un moment, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que mon bel ouvrage, que j'aurais été bien content de vous vendre et vous expliquer comme il était bien dimensionné, eh ben, il ne va plus résister à une crue qui est différente. Et ça, c'est un déchirement. Si je regarde ma vigne que j'ai voulu planter plus au nord, cette année, les vignerons, ils ont découvert avec horreur que, associé au changement climatique, vous aviez des périodes qui étaient très humides et que même en inondant de pesticides leurs vignes, eh ben, ils ont fait cette année une récolte très médiocre. Parce que vous n'avez pas seulement, le changement climatique, ce n'est pas une évolution linéaire, c'est quelque chose qui est compliqué. Et alors, si je prends les 6 millions de mètres cubes que j'ai réussi à économiser en réduisant ma consommation en eau pour le bassin versant du lac du Bourget, je suis très content. Sauf que quand je regarde, même dans la situation d'adaptation au changement climatique, avec un réchauffement de 2,7 degrés mondial, eh ben, je vais perdre en évapotranspiration 100 millions de mètres cubes. Donc, j'ai économisé par l'adaptation 6 millions de mètres cubes, je vais en perdre 100 millions. Comment je fais avec les 94 millions de mètres cubes qui me manquent? Et en fait, l'adaptation, systématiquement, tombe sur un obstacle ingérable. C'est-à-dire qu'au début, ça marche toujours. Au début, vous avez une station de ski, vous mettez des enneigeurs artificiels, ça marche. Les résultats des simulations sont clairs. Quasiment toutes les stations de ski vont disparaître, même avec de l'enneigement artificiel. L'adaptation ne marche jamais pour des phénomènes extrêmes, comme on l'a vu tout à l'heure pour les villes éponges. Alors, si maintenant je recentre un peu mon analyse sur les risques en montagne, j'ai une forte augmentation des risques dans la cryosphère, j'ai une très forte augmentation des débits qui est à venir, et j'ai une augmentation considérable des apports solides, sachant qu'il y a des effets de seuil, autrement dit, les apports solides vont augmenter encore plus vite que les apports liquides. Et, comme le dit le GIEC, j'ai des risques en cascade qui vont être de plus en plus nombreux et qui vont être imprévisibles. Donc là, je vous ressors la phrase magique que je mets dans tous mes rapports maintenant. En l'absence de doctrine de l'État, l'étude est réalisée sans prendre en compte les évolutions climatiques. D'où le bel animal qu'on voit ici avec la tête dans le sable. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça c'est facile, vous vous déchargez auprès de l'État des incertitudes, ce n'est pas un rôle de conseil. Sauf que moi, je suis incapable aujourd'hui de savoir quelles vont être les évolutions du changement climatique. Et le problème dans tout ça, c'est que l'État est coincé. Il est coincé entre le ridicule et l'inapplicable. Le ridicule, c'est de dire « Ah, ben, je vais augmenter de 10 ou 20% les débits et puis ça le fera bien ». Alors qu'on sait que ça va être 2, 3, 4 fois plus important que ce qu'on a à venir. Donc, c'est de dire on va augmenter de 20% les débits liquides, c'est complètement déconnecté. Autre solution, l'État dit, ben voilà, on prend aujourd'hui des débits qui sont triples de ce qu'on prenait avant, ou on fait des protections des PPR pour une période de retour de 5000 ans, et ça, c'est complètement inapplicable. On ne peut pas, dès demain, dire on va se protéger contre des crues qui sont 3 fois plus fortes. On ne peut pas élargir, multiplier par 3, la largeur de tous les cours d'eau en ville. Vous regardez, c'est des choses qui sont inapplicables. Autrement dit, aujourd'hui, on est déjà piégé dans l'adaptation. Il n'y a aucune possibilité d'adaptation par rapport au risque torrentiel. On peut bricoler, on peut gagner quelques temps. On sait qu'à la fin, on sera bloqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, au début, il faut s'adapter. Ça, c'est normal. Le réchauffement climatique est là. Il faut faire ce qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que la seule chose qui soit importante, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est seulement en réduisant le réchauffement global qu'on pourra limiter la dérive et l'augmentation des débits. Il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, on en est au tout début. Il faut bien voir que les choix, ils sont à faire maintenant, parce que si on veut rester en dessous des 2 degrés qui, de mémoire, sont une contrainte climatique, eh ben, c'est maintenant qu'il faut agir. Donc, on va faire une petite pause. Si vous avez des questions, on va cesser un quart d'heure d'échange de compléments, de remarques par rapport à ce que je vous ai dit là. Puis après, on passera aux solutions pour de vrai. Donc, je rappelle
à ceux qui sont à distance, également dans la salle, que vous pouvez vous connecter sur le Wi-Fi de l'hôtel du département, ce qui vous permettra de poser vos questions. Sur l'interface, on est 300 participants, d'après les dernières informations que j'ai en temps réel. On n'a pas atteint le seuil critique. Y a-t-il des questions dans la salle? Présentez-vous, Christian Chicot, et posez votre question. Merci. Oui, bonjour, Christian Chicot, ville de Gonfreville-Lorcher en Seine-Maritime. Alors, je me pose la question à savoir si ce que vous nous dites par rapport au relief montagneux, est-ce que dans les plaines et au bord de la mer, on aura les mêmes conséquences? Alors, vous avez bien vu dans les réchauffements qui sont à venir que là où ça va se réchauffer le plus et de loin, c'est en montagne. Donc, la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'êtes pas en montagne, à ma connaissance, et donc vous aurez des réchauffements qui seront beaucoup plus faibles. Alors, vous gagnez deux fois, hein, vous gagnez sur les apports liquides, et évidemment, les phénomènes torrentiels, tout ce qui est apport de matériaux, ça, normalement, vous n'en avez pas ou pas beaucoup. Vous avez un risque, alors, comme on l'a vu dans le Pas-de-Calais, hein, vous avez quand même un risque majoré de glissement de terrain, par exemple, quelque chose comme ça. Mais c'est la spécificité montagnarde, évidemment, liée à la montagne. D'autres questions? Merci. Présentez-vous, monsieur devant et puis monsieur derrière, Jean-Charles Français pour le département. Merci. Bonjour, Nicolas Georges, le bureau d'études géolithes. Donc, mon travail, c'est en partie de faire des plans de prévention des risques où, comme vous avez bien dit, on se retrouve à pas très bien savoir quoi faire. Est-ce qu'on pourrait pas, je ne sais pas si je spoil un petit peu la suite de l'exposé, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'un plan de prévention des risques, ça a une durée de vie qui est de l'ordre de 10-20 ans et où du coup on pourrait se restreindre à des choses un petit peu plus applicables qui est le réchauffement d'ici 10-20 ans et les débits prévisibles d'ici 10-20 ans, où on aura peut-être un petit peu moins d'incertitude? Oui, alors... de façon assez claire, on a une évolution qui est graduelle. Donc on peut se dire, on va faire quelque chose à court terme et puis on verra après. Sauf que le changement climatique, il a deux caractéristiques qui sont complémentaires et extrêmement désagréables. C'est qu'il est complètement irréversible à l'échelle de plusieurs siècles et qu'on en perçoit les effets avec du retard. Donc ça veut dire qu'on peut dire, ben voilà, on va faire un plan de prévention des risques en disant, ben on se fixe pendant 10 ans, 20 ans, mais on sait qu'on va dans le mur. C'est-à-dire que l'évolution, quand on se projette à l'échelle d'un siècle, on sait très bien comment ça va finir. Ça veut dire que ça finira mal. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Donc, on peut dire, oui, on fait quelque chose pour les 10 ou 20 ans qui viennent. Ça, c'est l'adaptation immédiate. Mais ceci dit, il n'y a pas d'issue à la suite de l'histoire. Et ce qui est dramatique dans cette approche-là, qui est fondée, hein, c'est de dire... c'est qu'en fait, on règle le problème. L'idée, c'est de régler le problème pour les 10 ans qui viennent. Donc, si je règle le problème, j'ai aucune raison de m'attaquer à la racine du problème. Donc, du coup, ben, je vais dans la dérive. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple que vous allez tout de suite comprendre. Vous avez quelqu'un qui a un cancer, et comme il a le cancer, il a mal. Il va chez le médecin lui dit « Tenez, je vous donne de l'aspirine ». Puis il dit « Ouais, alors là, on va s'adapter, on va doubler la dose tous les mois ». Donc la personne, il repart de chez le médecin, il a son aspirine, il n'a plus mal, tout va bien. Sauf qu'il va se pointer 6 mois après, il aura des métastases partout, fin de l'histoire. Donc vous pouvez dire, oui, ben moi je prends de l'aspirine, et puis j'en reste là. Mais on sait comment ça finit, quoi. Tant qu'on n'aura pas, alors là, effectivement, on spoil la suite, tant qu'on ne s'attaque pas au problème, à la racine du problème, il va nous revenir démultiplié. Jean-Charles Français. C'est là où je suis un petit peu perdu voilà. Alors, ce que j'ai présenté, c'est des petits calculs rapides de coin de table. C'est juste pour avoir des ordres de grandeur. Parce que dire les débits vont augmenter, je veux dire, ça ne veut rien dire. Si ça augmente de 5%, ce n'est pas la même chose que si c'est 3 fois plus, quoi.
Donc, ce que j'ai fait dans les deux calculs que j'ai fait, c'est que le premier, c'est je prends Clausius Clapeyron. Donc, ça, c'est je reprends les simulations de Météo France que je trouve dans Drias. Je reprends le réchauffement qu'ils annoncent. Et en fait, le calcul, vous avez vu, je l'ai fait entre 4 et 8 degrés de réchauffement. Et je vois les évolutions que ça peut avoir sur les pluies et sur les débits. Donc, ce n'est pas un retour d'expérience, c'est quelque chose de déterministe. Donc, mais avec pour vocation uniquement de fixer des ordres de grandeur, c'est absolument pas prédictif en disant c'est sûr, promis juré, vous aurez un doublement du débit centenal. C'est pas ça. Et après, pour les pluies, c'est pareil, je fais une hypothèse de saturation des sols qui est basée sur les saturations des pluies extrêmes et j'applique ça pour regarder ce que ça donne. Donc, je définis des ordres de grandeur. Ce n'est pas un retour d'expérience, c'est quelque chose de prospectif. Le problème, alors vous avez pas mal d'études qui effectivement sont basées sur un retour d'expérience en disant, bah oui, sur les 30 dernières années, la limite plus neige, elle a monté, alors je dis n'importe quoi, de 200 mètres. Donc dans les 30 prochaines années, ça va continuer à monter de 200 mètres, etc. Et là, on a une vision linéaire des choses pour un phénomène qui, hélas, ne va pas être linéaire. Donc là, l'idée, c'est uniquement de dégager des ordres de grandeur. Ça n'a pas de caractère prospectif. Merci pour ces précisions, mais c'est vrai que c'est important, effectivement, de construire des ordres de grandeur, vous avez raison. Donc on est dans une réalité d'incertitude. Hier, en préparant cet échange, Vincent, je vous disais, mais vous êtes quelque part un peu éco-anxieux, et vous m'avez provoqué en retour en me disant quoi? Oh, voilà. Alors, j'ai répondu que c'était pas très grave d'être lucide. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut quand même arriver à voir la réalité des choses. Et la réalité des choses, c'est que la situation aujourd'hui, elle est potentiellement catastrophique. Alors le catastrophique, c'est pas moi qui l'ai inventé. Total a caractérisé de cette façon-là le changement climatique dans ses documentations internes. Exxon, qui a fait beaucoup de recherches sur le climat, répète dans leurs échanges internes que le changement climatique sera catastrophique. Donc, ce n'est pas des éco-anxieux, cela. Donc, oui, la situation peut être catastrophique. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est potentiellement catastrophique. C'est-à-dire, c'est ce qu'on verra après, qu'on peut changer les choses. Quand je vous ai dit le changement climatique, la bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose d'humain. C'est nous qui en sommes responsables. C'est ça, le changement climatique, ce n'est pas un météorite qui sort de l'espace profond, ce n'est pas un virus qui est ressorti du permafrost qui était enfoui depuis 20 000 ans. Le changement climatique, c'est notre mode de vie. Donc on peut le changer. Après, on le fait ou on ne le fait pas, mais on peut le changer. Donc je ne sais pas si c'est de l'éco-anxiété. L'idée, c'est de dire, oui, si on se réveille, on peut changer. Alors, au-delà de la connaissance, de l'incertitude et des réalités que vous posez, on voit bien qu'il y a d'autres opérateurs qui sont amenés à intégrer ça dans la gestion administrative des risques. Ces opérateurs sont dans la salle. Je salue les services de restauration des terrains en montagne, l'ONF. Monsieur va se présenter. Moi, j'ai envie de retourner vers vous. On a entendu un prestataire privé qui se retrouve face à l'inconnu, la difficulté de pouvoir caractériser. Vous accompagnez l'État dans l'affichage du risque, qui se traduit par des enjeux de maîtrise de l'urbanisation, de protection du bâti existant. Comment vous faites au regard d'approches forfaitaires, au regard de méthodes? C'est quoi la feuille de route? Et j'ai bien vu la mention que vous avez posée, Vincent. Bonjour à tous, Yann Keffeléan, je suis le responsable technique national RTM. Donc du coup, je précise d'emblée que je ne représente pas l'État et je ne peux pas parler au nom de l'État. Donc par rapport à ce que Vincent a dit, bon déjà j'attends tes solutions, mis à part baisser les gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire localement? Effectivement, la question est délicate et compliquée. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas de doctrine qui a été établie. Et comme tu le disais, c'est parce qu'aussi scientifiquement, on n'arrive pas à voir les tendances globalement en torrentiel. On a peu de mesures. Donc on a du mal à voir les tendances. Effectivement, la vision de Vincent, c'est de regarder, et tu as raison sans doute, de regarder les évolutions de température et ce qui va nous tomber dessus finalement. Ce qu'on n'arrive pas à voir, mais qui va se produire, quoi.
Après, je pense qu'il y a des situations différentes suivant les sites. Il ne faut pas faire l'amalgame uniquement en disant on est partout en montagne, on a des situations équivalentes partout. En fait, on a effectivement des points noirs qui existent, et même sans le changement climatique, en fait, on a des points noirs en montagne qu'on connaît, qui ont des configurations un peu particulières, des ruptures de pente très marquées. Et là, on sait que si on a un port massif de matériaux en plus, ça ne va pas bien se passer, quoi. Donc du coup, je pense qu'il ne faut pas... Enfin, je comprends tout à fait le discours de Vincent, et il est provocateur, et c'est normal, il veut nous faire réagir, et c'est très bien. Mais globalement, je pense qu'en montagne, il faut regarder un peu toutes les situations, et toutes les situations ne sont pas équivalentes, quoi. Après, il y a un point aussi par rapport à la question qui était posée tout à l'heure sur les PPR 10-20 ans. En général, un PPR, il est fait plutôt sur la durée de vie des bâtiments qu'on va construire, quoi. Donc c'est plutôt 50 ans, 100 ans. Donc on peut le réviser par rapport à des nouvelles règles ou par rapport à des événements qui sont produits. Et donc peut-être qu'avec le changement climatique, on sera peut-être obligé de réviser plus régulièrement les PPR si on observe des événements qui remettent en cause les affichages de risques qui ont été faits. En revanche, quand on le fait, en général, on ne va pas regarder sur ce qui va se prévoir dans 10 ans. On va essayer de regarder ce qui va se prévoir dans 50 ans, 100 ans, quoi. Et à ce propos, d'ailleurs, au niveau le guide, comme vous le savez, le guide de PPRI, cours d'eau torrentielle, il a été revu. En fait, il faut quand même savoir qu'il y a eu un changement de paradigme aussi de l'État. La DGPR a décidé de changer un peu le paradigme. Avant, on faisait un zonage par rapport à la constructibilité, et on considérait que les personnes étaient à l'intérieur de leur maison. Et donc, on faisait finalement un aléa fort. On n'est pas capable de construire un bâtiment qui résiste. Aléa moyen, moyennant des prescriptions, on fait un bâtiment où les gens, s'ils sont à l'intérieur, peuvent rester et ça résiste. Et donc, après, on est passé maintenant d'une vision de déplacement des personnes qui se rapproche beaucoup du fluvial, quoi. Donc, il y a eu un durcissement, en dehors des scénarios de référence qu'il faut prendre en compte. Il y a un durcissement qui a été pris par rapport à la doctrine, quoi. On n'est plus sur la résistance des bâtiments, on est plutôt sur le déplacement des personnes. Et après, il faut aussi remarquer qu'il y a eu beaucoup de révisions de PPR qui ont été faites. Et à chaque fois qu'il y a une révision de PPR, en général, ça se durcit, quoi. Donc, globalement, moi, je dirais que la question, elle est surtout le traitement des points noirs et les gens qui sont déjà en place. Et il y a du développement d'urbanisation dans les zones où il n'y a pas de risque, ou alors il y a des faibles risques. Mais globalement, en fait, il y a très peu de développement d'urbanisation dans des zones à risque, moyen à fort. Et donc, par contre, en revanche, il faut gérer les problèmes, enfin gérer les personnes qui sont déjà en place. Et donc là-dessus aussi, sur les ouvrages de protection, et donc il n'y a pas de malentendu, je ne suis pas un défenseur des ouvrages de protection, mais quand même, il faut savoir qu'il y a plein de personnes qui sont derrière des ouvrages de protection et qu'il y a des bassins qui sont petits et que physiquement, on n'a pas le temps de les évacuer, quoi. Et donc, ces personnes-là qui existent, qui ont des maisons, du coup, elles sont derrière des ouvrages de protection, et si les ouvrages de protection ne résistent pas, en fait, elles sont menacées. Voilà. Donc, du coup, j'incite aussi, malgré le discours, et j'attends les solutions de Vincent, j'incite quand même tous les collectivités, et notamment les collectivités gémapiennes, à reprendre en gestion ces ouvrages de protection qui existent, voire à les conforter, parce que derrière, il y a des personnes. Et donc après, la question qu'on va peut-être évoquer par la suite, il y a peut-être des questions de délocalisation, d'évitement qu'il faudra engager. Mais ça, c'est des décisions politiques donc par les élus et en accord avec les services de l'État. Mais bon, je comprends le propos de Vincent et je suis assez d'accord avec lui par rapport aux évolutions qu'on va avoir. On a vraiment des bouleversements majeurs en montagne qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut revoir les doctrines, mais ce n'est pas facile que ça. Et quand vous prenez les situations une à une, c'est difficile à gérer localement, quoi. Merci pour votre propos et je vais vers les questions qui sont posées à distance. Je salue Cathy Vignon, question pour laquelle vous avez en partie répondu, à savoir comment ça se fait qu'on autorise encore des constructions. Mais là, je reviens à votre propos. Je propose qu'on poursuive. À ce stade, si on jalonne, il y a une réalité technique, il y a l'apport de l'expertise dans l'aide à la caractérisation des incertitudes, et au-delà, il y a le décideur. Et je fais écho au rapport d'information qui est paru la semaine dernière, certains l'ont peut-être vu, rapport Bussereau fait pour les parlementaires qui le portent, et qui précisément, et ça sera certainement la transition, pose la problématique de l'adaptation du changement climatique, qui, somme toute, croise avec des enjeux de planification environnementale et la réalité de l'outillage. Et le rapport, avec près de 70 propositions,
fait clairement apparaître qu'il y a des enjeux de territorialisation de la chose. Est-ce qu'on est véritablement outillé et comment le décideur va poser la décision? Si ce n'est pas technique, et on le voit bien qu'on est face à un monde inconnu, c'est à la croisée de l'habitabilité, de la zone de confort qu'apporte l'adaptabilité, le renoncement. Vincent Kolinsky, à vous. Alors, je vais revenir sur le rôle des gaz à effet de serre dans le réchauffement. Vous avez ici un graphique qui vous montre un peu depuis 2000 ans l'évolution des différentes concentrations de gaz à effet de serre et l'impact de la révolution industrielle. Et en vert, vous avez les températures. Alors, vous voyez que le climat a toujours changé dans les 2000 dernières années. C'est un graphique de 2005. À l'époque, on était là. Après 20 ans d'inaction climatique, on est ici, c'est à l'échelle. Donc, les températures ont fortement augmenté et ça continue. Donc, dans la mesure, alors là, vous allez être surpris, mais dans la mesure où la cause des dérèglements qu'on observe, la cause des phénomènes torrentiels qui nous submergent est liée aux gaz à effet de serre, on est obligé de parler des gaz à effet de serre, on est obligé de parler de la nature du problème. Donc, je vais aller très vite, c'est une présentation qui est forcément partielle, l'un n'empêche pas l'autre. Les émissions les gaz à effet de serre, c'est la première production mondiale. Il n'y a aucun produit qui est fabriqué dans des proportions aussi importantes que le gaz carbonique, le CO2. On ne fait pas mieux. En France, on fait émettre nos émissions de CO2 pour moitié à l'étranger. Et chaque Français, en moyenne, il émet 25 kg de CO2 par jour. Autrement dit, une petite famille de 4, s'il fallait mettre le CO2 sur le trottoir, elle transporterait 100 kg de CO2 tous les jours qu'on met dans l'atmosphère. Alors, comme on est en montagne, je vais prendre un exemple qui est celui de la Tarentaise, qui est le pays du ski. Les émissions de CO2 en Tarentaise, elles sont de l'ordre de 10 tonnes... Les émissions moyennes pour un Français, c'est de l'ordre de 10 tonnes par an. Si je regarde les émissions de CO2 d'un habitant de la Tarentaise, on est de l'ordre de 15 tonnes. Donc en Tarentaise, vous le savez tous, on vit comme des Américains. Alors pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transport en commun, parce qu'il fait froid, parce que les bâtiments ne sont pas bien isolés. Je veux dénoncer personne, mais mon voisin, par exemple. Quand il va travailler à Tignes, eh ben, il va faire tous les jours 2000 mètres de dénivelé avec sa voiture de 2 tonnes. Et il va trouver que l'essence est chère. On n'a pas de... Donc, naturellement, on émet beaucoup de CO2 en Tarentaise. Mais si maintenant, on intègre les émissions de CO2 qui sont liées à l'activité touristique, à ce moment-là, on retrouve notre statut naturel de champion du monde. C'est-à-dire qu'on est à 46 tonnes d'émissions de CO2 par habitant dans les zones de montagne. On pulvérise le Qatar à 36 tonnes et on écrabouille les Chinois à 5 tonnes et demi. Donc le tourisme en montagne est quelque chose d'extrêmement émetteur de CO2. Alors la question c'est de voir d'où ça vient. Et ça vient du transport essentiellement, le transport des marchandises, les infrastructures, mais avant tout le transport des personnes. Donc si on regarde le transport des personnes, il y a 0% pour le train, parce qu'en Tarentaise, on a très peu de trains, et le train est un peu émetteur de CO2. On a 2% pour les bus et les autocars, et surtout, on a 30% pour les voitures. La Tarentaise, comme n'importe quelle zone de tourisme un peu international, c'est entre 100 et 150 000 véhicules qui vont rouler tous les week-ends pour aller ou pour revenir du ski. Donc on a des émissions de CO2 liées à l'activité touristique en montagne qui sont colossales. Et 2 fois plus que colossales, c'est astronomique, vous avez l'avion. Et l'avion, ça correspond seulement à 15% des vacanciers. Alors, là, c'est le moment de parler de John et Fiona. Ce n'est pas le surnom que j'ai donné au pelle mécanique. C'est des Américains et ils adorent venir à Val d'Isère. Ils trouvent que c'est trop bien. Et donc, ce faisant, tous les ans, ils traversent l'Atlantique en première classe. Ils émettent du CO2, ils changent le climat et mécaniquement, directement, par leur voyage, ils vont détruire 120 tonnes de glaciers chacun. Toute personne qui émet du CO2, quand on émet 1 tonne de CO2, on détruit 15 tonnes de glaciers. Et uniquement de glaciers de montagne. Je ne parle pas des calottes glaciaires.
Et puis, vous n'avez pas remarqué, mais sur le côté, vous avez un accro. Ça, c'est Charles-Édouard et Béatrice qui viennent de Neuilly, qui ont passé la nuit dans l'Orient Express pour venir en Tarentaise et qui ont émis et détruit 150 kg de glacier chacun. Autrement dit, et c'est là mon propos, c'est qu'une fois sur place, les deux couples, ils vont descendre dans les mêmes hôtels, fréquenter les mêmes restaurants et parcourir les mêmes domaines skiables avec les mêmes moniteurs. Autrement dit, ils ont exactement le même impact économique. Sauf qu'il y a un couple qui a 800 fois plus d'impact sur l'environnement que l'autre. Donc on se retrouve aujourd'hui, quand mon propos c'est de vous dire que les choses sont locales, c'est-à-dire que localement, le même impact économique peut avoir des impacts climatiques qui sont complètement différents. Donc l'idée, c'est de vous dresser un peu d'où viennent les émissions de CO2, d'où vient le problème d'augmentation des débits en torrent, et de vous montrer qu'il est faisable de réaliser une décarbonation et que c'est quelque chose qui peut être local. Alors si je prends l'impact carbone moyen d'un Français, vous avez 5 cinquièmes. Alors, comme toujours, il y a des cinquièmes qui sont plus gros que d'autres. Le premier, c'est les services publics. Vous avez le Shift Project, par exemple, qui a montré qu'on pouvait réduire de 80% les émissions de CO2 liées aux services publics sans baisser le niveau de service. Service public, c'est à peu près tout ce que vous faites vous. Partout où vous intervenez, on peut réduire complètement les émissions liées aux services publics. Pour les achats, on sait tous qu'on a une frénésie d'achat. Un Français moyen, il consomme 50 vêtements par an. Et on imagine assez bien qu'on peut réduire considérablement les achats qu'on peut faire sans réduire le niveau de vie. C'est un problème uniquement culturel. Pour le logement, le problème, c'est la construction et le chauffage. Si vous habitez une maison rénovée ou préférentiellement construite en bois et qu'elle est bien isolée, eh bien, vous réduisez complètement vos émissions de CO2. Ce n'est pas un problème de niveau de vie, ce n'est pas un problème économique, c'est exclusivement un problème culturel qui va vous empêcher de le faire. Pour l'alimentation, vous savez comme moi que les émissions de CO2 liées à l'alimentation d'origine animale est largement prépondérante sur ce qui est de fruits et légumes. Quand on réduit, vous avez des milliards de personnes sur Terre qui ne mangent jamais de viande, et visiblement, ça ne les a pas empêchés de prospérer. Nous, en France, on se goinfre de viande, on paye très cher pour ça et on s'en rend malade. Tellement on mange de viande, tout le monde vous le dit. C'est uniquement un problème culturel, c'est là où je veux en venir, qui nous empêche de réduire nos émissions, de changer d'alimentation. Et puis, vous avez la mobilité, dernier cinquième, Alors là, les choses sont un peu plus compliquées, on ne va pas rentrer dans le détail. Sinon, le fait qu'on a des mobilités qui ont un impact majeur sur les émissions de CO2 qu'on peut avoir. C'est-à-dire que si je fais un trajet Londres-Chambéry, pour un Anglais qui vient faire du ski, s'il vient en avion ou en vaut tout seul dans sa voiture thermique, il va être à 400 kg de CO2. S'ils viennent à 4 dans une voiture électrique ou dans un autocar, ils vont être à 10 fois moins. Et s'ils viennent en TGV, ils vont être à 100 fois moins. Autrement dit, la réduction des émissions de CO2, ce n'est pas le cauchemar qu'on nous a annoncé en disant on va sucer des cailloux et on va vivre comme des Amish, c'est que vous pouvez émettre 100 fois moins de CO2 en venant en TGV qu'en venant en avion, pour un trajet qui est dans les mêmes types de confort et au global quasiment le même temps. C'est uniquement un problème culturel qui empêche de le faire. Donc pour les modes de transport, je glisse là-dessus, je vais aller très vite. Le problème, c'est une espèce de réorganisation du transport où il faut arriver à prendre le mode de transport qui est le plus adapté à ce dont on a besoin. Alors vous allez me dire, oui, mais les gens ne sont pas prêts. J'essaye de balayer un peu tous les obstacles qui font qu'on s'est auto-convaincu qu'on n'arrivait pas à réduire les émissions de CO2, que c'était quelque chose d'inévitable et que donc, inévitablement, on allait se prendre les montagnes sur la figure. Ce n'est pas vrai. On peut réduire les émissions de CO2. Donc vous avez un sondage dans le Dauphiné libéré, mais j'en ai plein, on va en regarder un seul, où vous avez à peu près 80% de la population qui vous dit que les réductions d'émissions de CO2, c'est bénéfique pour la santé, indispensable et urgent, non négociable et que tout le monde doit le faire. Et vous avez les 2 tiers des gens qui considèrent que c'est ni une privation de liberté, ni incompatible avec la qualité de vie.
Plus fort, toujours dans le Dauphiné libéré, on vous annonce que 69% des gens sont favorables à la décroissance. Ce n'est pas du tout le discours qu'on entend habituellement. Alors vous allez me dire, je sais, le Dauphiné libéré, c'est un ramassis de bolcheviques anticapitalistes et éco-terroristes. Pourquoi pas? Le MEDEF, en 2019, il montre que 67% des Français, ils sont pour la décroissance. 59% des Européens. Donc vous avez une vraie volonté politique de la part de la population pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas les 5 ou 10% de braillards qui arrivent avec leurs idées simplistes qui doivent masquer le fait que la majorité des gens ont bien compris que ça allait se passer très mal. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est des caprices de bobos européens. Les autres, ils s'en foutent. Rien n'est plus faux. Si vous regardez la perception du changement climatique, vous voyez que quasiment le continent où les gens perçoivent le moins le changement climatique, c'est l'Europe, après l'Australie. Beaucoup moins que l'Asie, beaucoup moins que l'Amérique. On est à 69% en Europe, on est à 89% en Amérique du Sud. Donc les gens, partout ailleurs dans le monde, ils changent. Ils ont compris que ça allait mal se passer. Et puisque moi, je suis un éco-anxieux, j'ai regardé qui d'autre était éco-anxieux. Vous voyez qu'en Europe, on a 19% d'éco-anxieux, 47% en Asie, 30% aux États-Unis, enfin 35% en Afrique. L'Europe est de loin le continent où il y a le moins d'éco-anxieux. Donc l'idée qu'on a de dire « Ah oui, mais de toute façon, ce n'est pas la peine que je change puisque les autres ne changeront pas », c'est quelque chose de complètement faux. Exemple, en 2024, la Chine, elle a réduit de 7% ses émissions de CO2 avec une croissance dont on ne rêve même pas en France. En 2025, pour la première fois, la puissance installée d'énergie renouvelable en Chine a dépassé la puissance des centrales thermiques au charbon, dont tout le monde parle. Donc l'idée que les autres ne feront rien, ce n'est pas vrai. L'idée que les gens n'ont pas envie de le faire, ce n'est pas vrai. L'idée que c'est une baisse du niveau de vie, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème culturel. Alors, je reste sur la montagne, je vais assez vite, et si je regarde le bilan carbone de la Tarentaise, il y a un truc qui saute aux yeux, c'est l'avion. C'est 63% des émissions de CO2, et donc je vous rappelle que ça ne concerne que 15% des vacanciers. Je fais l'hypothèse, brutale, méchante et très volontaire, de dire on interdit aux gens de venir en avion. Qu'est-ce qui va se passer? Majoritairement, c'est des gens qui viennent d'Angleterre, de Hollande, de Belgique. Ils ne vont pas aller faire du ski en Belgique, ils vont venir ici quand même, donc ils viendront autrement. Et puis effectivement, vous avez de l'ordre de 5%, entre 2 et 5% de gens qui viennent d'ailleurs. John et Fiona, ils ne pourront plus, ils ne viennent pas en avion, ils ne vont pas venir en pédalo, donc ils ne pourront plus venir. Ça veut dire que pour eux, ça va être l'enfer, ils vont être obligés de rester faire du ski dans les Rocheuses. Ils n'ont pas de chance. Et donc, effectivement, on va perdre, si on interdit l'avion, on va perdre quelques pourcents de la clientèle. C'est 2% à la Clusa, par exemple. Sauf que tout le monde a remarqué que la fréquentation des grandes stations de ski, elle augmente d'à peu près 10% par an. Autrement dit, l'année du choc ultime, on va avoir une progression de seulement 5% de la fréquentation de la station. On a connu des chocs qui étaient plus violents que ça. Et puis après, de toute façon, on gagne 10% chaque année, donc le système continue. Sauf que, comme on dit en bourse, les arbres ne montent pas au ciel. Donc à un moment, les domaines skiables vont être limités. Ils vont être d'autant plus limités que le changement climatique va enlever tout ce qu'il y a dans le bas du domaine skiable. Résultat des courses, dès aujourd'hui, on sait qu'on va arriver à un blocage. C'est-à-dire on va arriver à une saturation des domaines skiables. À l'Alpe d'Huez, ils disent quand c'est qu'on va avoir un quota. Et à Tignes, ils sont autrement plus explicites en disant on va avoir une clientèle de plus en plus nombreuse sur un domaine plus restreint. Autrement dit, il n'y en aura pas pour tout le monde. Là où je veux en venir, c'est que si on renonçait à l'avion pour aller au ski, économiquement, ça n'aurait aucun impact. Ça ferait que retarder le moment où les domaines skiables seraient saturés. Alors vous allez me dire des trucs qui ne coûtent rien et qui ne servent à rien, il y en a plein, donc c'est peut-être pas la peine de s'embêter. Là, vous avez tous les leviers de décarbonation pour la Savoie. Donc par exemple, là, vous avez le changement des chaudières à fioul. Plus le carré est grand, plus on économise. Si je renonce à l'avion pour aller au ski, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la solution la plus
l'action la plus efficace que je puisse envisager pour décarboner la Savoie. Donc, je me retrouve avec quelque chose qui est hyper efficace et qui ne coûte rien. Donc, mon propos, ce n'est pas de vous interdire de prendre l'avion, mon propos, c'est de bien comprendre que c'est des problèmes, des approches uniquement culturelles qui nous empêchent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et qui nous empêchent, au final, de rester dans des zones habitables en montagne. Parce qu'on n'a quand même pas quitté la problématique des inondations et des risques torrentiels. Alors, ce que je vous dis là, ce n'est pas des fantasmes d'écolo. La Compagnie des Alpes, qui gère les plus gros domaines skiables, elle réintroduit cette année des trains exclusivement pour que les gens puissent venir en train plutôt qu'en avion. Ce n'est pas une question de gagner de l'argent, c'est qu'ils ont compris qu'il n'y avait pas d'avenir au ski s'il n'y avait pas de décarbonation. Donc concrètement, ça existe, concrètement, ça se fait. Alors, par rapport à ça, il y a là, jusqu'à maintenant, on est resté dans l'idée des risques torrentiels, mais il y a quelques co-bénéfices à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour ce qui est des domaines de montagne, c'est la préservation des sports d'hiver. C'est quelque chose qui est quand même assez important dans l'économie de montagne. La préservation de la sécurité alimentaire, parce que quand il y a des famines, ça ne se passe pas bien. L'OMS considère que le changement climatique, c'est la plus grosse menace sur la santé. Et vous avez de la même façon la préservation des structures démocratiques, etc. Il y a d'autres avantages. La décarbonation a d'autres avantages que la réduction des risques torrentiels. Alors, concrètement, on est tous ici, ou presque, à l'interface entre le risque et l'élu. Et l'élu qui cherche à protéger sa population. Donc, dans cette articulation-là, on a le devoir de poser le problème dans sa globalité. Alors, c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des crues, il faut mettre en exemple les causes des risques émergents, et j'ai mis dans toute leur complexité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, sauf exception, c'est rarissime d'avoir un phénomène qui est lié exclusivement au changement climatique. C'est rarissime d'avoir un phénomène qui est complètement, aujourd'hui, ça n'existe plus, les phénomènes qui sont complètement indépendants du changement climatique. À chaque fois, c'est un mélange entre les deux. Alors, vous avez des phénomènes qui sont très clairs. L'effondrement du refuge de la Pilate dans les écrins, c'est lié à la disparition du glacier, c'est lié complètement à notre mode de vie. Donc, il y a des fois, ça marche. Très souvent, c'est quelque chose, le changement climatique est un phénomène aggravant. Donc, il faut arriver à expliquer ça, ce qui n'est pas évident. Et puis, j'ai mis ne pas rester dans une approche sectorielle, ça veut dire qu'il faut sortir de sa tour d'ivoire et dire, quand moi je fais de l'hydraulique torrentielle, à un moment, il faut s'attaquer quand même au problème qui est à l'origine des dégâts que j'observe. Quand je suis à la Bérarde, je suis désolé, ce n'est pas possible de parler de la protection de la Bérarde si à un moment je ne dis pas que c'est lié à notre mode de vie. Le mode de vie qu'on a et la possibilité qu'on a de le changer est complètement lié à la catastrophe de la Bérarde. Il n'y a pas que ça, le contexte était défavorable, sauf que s'il y avait un peu de changement climatique, c'était quelque chose de tellement improbable qu'il serait peut-être produit dans 10 000 ans. Donc après, quand on est dans cette démarche-là, c'est-à-dire une démarche rationnelle, ce n'est pas une démarche idéologique que je vous présente là, c'est quelque chose, je m'attaque à la nature du phénomène, à l'origine du phénomène, il y a un moment, il faut aller dire aux élus, oui, il y a une solution, c'est la décarbonation. Ce n'est pas d'aller bricoler des trucs à droite à gauche, ce n'est pas de remonter un peu les digues, ce n'est pas de mettre des systèmes d'alerte. Ça, c'est possible, ça ne sera jamais une solution à long terme. Ce n'est pas applicable à long terme. Et donc, au final, quand on fait ça, on autorise une action sur les causes des risques émergents. On autorise à régler le problème. Alors, quand je dis autorisation, ça veut dire que quand je reste dans ma tour d'ivoire à parler d'hydraulique torrentielle, en fait, j'interdis aux élus d'agir. C'est-à-dire que si je ne vais pas dire, je ne vais pas expliquer quel est le lien entre le mode de vie et les dégâts que j'observe, l'élu ne pourra jamais protéger sa population en changeant le mode de vie. Il faut que j'en parle. Si je reviens à mon médecin tout à l'heure, si le médecin, devant son patient qui a le cancer, il n'évoque pas le fait qu'on puisse soigner le cancer, alors que c'est possible,
eh ben, d'abord, il condamne son patient à mort, d'une part, et ensuite, et surtout, il lui interdit concrètement d'aller se faire soigner, puisqu'il n'a pas évoqué le problème. Donc, quand nous, on est à l'interface entre le risque et la politique qui doit en découler, eh ben, on a le devoir, pas un choix, c'est un devoir, d'évoquer le problème. Alors, tout ça, ça peut vous sembler compliqué. Donc, on peut quand même, il faut être positif. On m'a dit qu'il fallait finir par une note positive. Donc, la montagne sera toujours un terrain d'expérience merveilleux avec des surprises à chaque détour de chemin. Et donc, on peut rester dans un monde carboné, et puis avec un mode de vie qui est un peu différent de celui qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est possible. Donc, pour finir, on est maintenant au moment où il faut choisir, où on a des échéances qui sont très courtes. Depuis le temps qu'on procrastine, si on veut rester en dessous des 2 degrés, c'est maintenant qu'il faut agir. Et on est aujourd'hui dans un choix qui est irréversible. Donc, on a une responsabilité que peu de générations ont pu avoir jusqu'à maintenant. Voilà, j'ai terminé sur les solutions pour la gestion du milieu. Merci pour le propos. On poursuit par quelques questions qui étaient à la croisée des 2 temps d'intervention. Entre l'eau qui coule et l'eau qui tombe, il y a des réalités de gestion intégrée des risques. Et quand je parle de l'eau qui tombe, il y a une question qui vient d'un sans-nom et qui dépasse les enjeux de maîtrise de l'urbanisation, de protection du bâti existant. Et j'ai envie de m'adresser à Serge Taboulot sur la question suivante. Je comprends qu'on ait estimé qu'on est limité dans la conception des PPR. Ça fait écho à la première partie. Peut-on espérer, selon vous, des systèmes d'alerte, donc on passe du global au local, à très fine échelle qui permettraient de mettre en personne la sécurité des personnes? Là, ça fait écho aux enjeux d'avertissement, de traitement de la donnée. Et puis ce qu'on a vécu quelque part à Valence, où on a vu que dans le process d'information et d'alerte, il y avait eu des défaillances et en partie liées au facteur humain, dit autrement, l'homme qui appuie sur le bouton rouge. Serge Taboulot. Oui, alors effectivement, une des questions que pose le changement climatique en montagne, c'est l'accélération des risques torrentiels avec des cinétiques extrêmement rapides. Donc, ce que l'on voit, effectivement, c'est comment, finalement, une donnée technique qui peut être apportée par l'analyse radar, par exemple, disponible par les réseaux de Météo France, peut amener à sauver des gens tout simplement par la sauvegarde, et non plus là par l'aménagement adapté au risque, mais tout simplement par l'évacuation. Et ça, alors c'est typiquement ce qui a pas marché à Valence, puisque à partir d'avertissements rouges météo, il n'y a pas eu d'ordre d'évacuation et pas de prise en compte en appuyant sur, par exemple, le bouton ES Alerte. Maintenant, il existe FR Alerte, tout simplement parce que le pouvoir politique décisionnaire n'a pas appuyé sur le bouton rouge. La question en montagne, c'est qui doit appuyer sur le bouton rouge. On est sur un ancien logiciel où clairement le responsable de la sauvegarde, c'est le maire localement ou supra le préfet. La question, c'est que quand sur un problème torrentiel, on a un quart d'heure ou une demi-heure pour réagir, il est évident que l'échelon humain est la faille potentielle. Donc, à quand des systèmes automatiques d'avertissement, peut-être pas d'alerte, mais au moins d'avertissement d'un danger? C'est une alternative crédible à, à une décision humaine, c'est des avertissements automatisés pour sauver des vies. Ça, c'est clair. J'en viens d'ailleurs, pour terminer ce propos, à une question que je voulais poser à Vincent. On a vu des exemples dramatiques récemment.
ceux de la Bérarde dont tu as parlé, et puis l'exemple de Blatten. Est-ce qu'à ton avis, on peut les attribuer, non pas 100%, parce qu'un événement, c'est jamais 100% changement climatique, mais est-ce qu'on peut les attribuer changement climatique, les deux événements, puisque les deux vont conduire à une sorte de renoncement d'une présence humaine dans ces hautes vallées? Oui, je voudrais revenir sur l'alerte parce que clairement, depuis une vingtaine d'années maintenant en France, il y a eu des progrès colossaux qui ont été faits. On peut sauver des gens. Tout aussi clairement, il y a des fois, on passera entre les mailles du filet. C'est pas possible. Il y a des phénomènes qu'on n'imagine pas qui vont nous tomber dessus. Si vous regardez les blocs qui sont descendus sur la route de la Tarentaise au mois de février, personne n'a coupé la route juste avant parce que ce n'était pas possible de le faire. Donc il y aura forcément des ratés, il y aura forcément des fois où on ratera. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de fois où on va réussir. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez clair. Alors, pour ce qui est un peu de l'attribution, c'est toujours compliqué. Sur la Bérarde, on se retrouve avec la conjonction assez incroyable et improbable de phénomènes, au moins, qui se s'imbriquent. Et à un moment, c'est comme un gruyère, hein, il y a des petits trous dans le gruyère, et grâce au changement climatique, les trous sont devenus beaucoup plus gros. Et à un moment, il y a le trou, et on passe à travers le gruyère. Donc la Bérarde, c'est typiquement ça, c'est-à-dire qu'on a le changement climatique a augmenté considérablement la probabilité de chaque phénomène et a augmenté, au final, la cascade de phénomènes qui a abouti à ce qu'on a observé. Donc c'est le rôle du changement climatique, il est évident. Clairement, la Bérarde était inondable depuis longtemps. Par contre, la submersion, les 15 mètres de dépôt au sommet du cône de déjection, ça n'avait jamais été observé depuis 10 000 ans. Quoi. Donc on est quand même dans une situation qui est assez nouvelle. Sur Blatten, bon, pour le moment, je ne sais pas beaucoup plus que vous. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'au début, on se dit, bah oui, des zones glaciaires à 3000 mètres d'altitude, versant nord, c'est le changement climatique. Et puis, il y a des choses on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas. D'abord, ça se produit au mois de juin. Au mois de juin, c'est un peu la période de stabilité maximum du permafrost. Donc, on se dit, si c'est la fonte du permafrost, pourquoi ça ne s'est pas produit à l'automne, quoi. Et puis après, il paraît que le plan de rupture, il se retrouve sous le niveau du permafrost. Donc, de toute façon, il n'y en avait pas avant, il n'y en a plus maintenant. Ceci dit, le changement climatique, ce n'est pas que le permafrost. Il faut quand même avoir une vision beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire que alors les Suisses, ils ont été traumatisés par l'été 2022, et pour eux, clairement, il y a la propagation de l'onde thermique de 2022 qui est arrivée au plan de rupture. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Après, vous avez, même si le permafrost est en surface, ça c'est une chose auquel on ne pense pas, c'est que quand il va fondre, il va libérer des cheminements, il va changer les cheminements souterrains qu'on observe dans les terrains, et finalement on va pouvoir aller inonder des fissures qui étaient protégées jusqu'à maintenant par le permafrost. Donc, savoir clairement sur Blatten, on a comme je vous l'ai expliqué au début, on a un contexte qui est très défavorable, hein, avec l'éboulement au-dessus, le glacier qui est déstabilisé. Est-ce que le changement climatique a fait que ça s'est écroulé aujourd'hui plutôt que dans 5000 ans? Peut-être, je ne sais pas. À aucun moment j'ai dit que le lien était direct. Ceci dit, aujourd'hui, dans la mesure où chaque risque naturel est lié à des phénomènes météo, plus ou moins directement, et que la météo change à cause du changement climatique, il y a toujours un lien. Il peut être complètement négligeable. Il y a des fois, il est complètement négligeable. Il y a des fois, il est majeur. On a toute la gamme de... C'est pour ça, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer, c'est qu'en fait, ce n'est pas du blanc ou du noir. On a toute la gamme d'importance et d'influence du changement climatique qui fait qu'on a du mal à y voir clair. L'éboulement du Mont Pourri cette année au mois de novembre, ou décembre, je ne sais plus, ça c'est 99% lié au changement climatique. Il y a des fois c'est évident, il y a des fois c'est évident que non.
et souvent on est un peu dans le brouillard. Dans les deux cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu sauvegarde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de victimes, ou presque pas, sur des événements majeurs en haute montagne. Ça, on peut féliciter les collectivités et l'ensemble de ceux qui ont fait évacuer les zones. On arrive sur la fin. On va prendre quelques questions dans la salle après être allé à distance. Juste faire écho à un propos du SMBVA, la ZERG, du côté du Rhône, qui pose la problématique des moyens financiers, donc on est là sur du local, et des enjeux de la GEMAPI sur les territoires, et les problématiques de financement, qui appellent à certaines propositions en matière de péréquation, de solidarité nationale, avec un État déterminé qui accompagnerait ces territoires ruraux au regard des taxes qui rapportent très peu, au regard des enjeux de solidarité amont-aval sur l'ensemble des bassins. Y a-t-il des questions? Gilles Pirou et puis honneur aux dames. Madame la directrice Florence Marchon du pôle alpin sur les risques naturels. Je suis désolée Gilles, hein, tu vas m'en vouloir. Merci François. Merci Vincent, c'est toujours un plaisir d'entendre ce ton positivement corrosif, mais on en a besoin. Je vais être très rapide parce que je pense que, en fait, tu m'as frustrée sur ton dernier slide. Tu as été très justement corrosif tout le temps et j'avais envie que tu ailles plus loin sur le dernier parce qu'il y a tellement effectivement à poser. Si je peux me permettre, te remercier d'avoir mis en évidence la nécessité d'une connaissance scientifique encore indispensable, même si aujourd'hui on est dans une zone d'incertitude totale, mais par tes propos, tu as effectivement insisté sur ce volet, et tout en sachant qu'on doit aussi changer, mais que la connaissance scientifique prend du temps, et que la décision publique, des fois, n'a pas le temps de se faire, et les élus qui sont ici présents le savent. On est aussi dans des enjeux stratégiques et politiques importants dans les mois qui viennent, avec des fins de mandature, des nouvelles mandatures. Donc merci d'avoir mis ça en évidence, Vincent, avec ton ton qui t'appartient. Je voulais juste rajouter 2 mots que tu n'as peut-être pas utilisés, ou à moins que, comme je suis un peu sourde, des fois, j'entends pas tout. Tu n'as pas parlé d'acceptabilité du risque, même si ça a été tout le temps sous-jacent dans tes propos, et je pense que c'est important de le mettre en évidence. L'acceptabilité, aujourd'hui, c'est important de le poser à tous les niveaux. C'est à la fois au niveau des gestionnaires d'infra, effectivement des décisions qui peuvent être faites au niveau des cahiers des charges et comment on peut accompagner les élus sur ces questions-là, mais c'est aussi très loin au niveau de tous les citoyens, et cette acceptabilité, le travail à engager, comme tu l'as dit, maintenant. Et la notion que tu as dit à la fin, et donc là, je veux dire quand même que c'était bien à la fin, c'est la notion de responsabilité. Et je pense que c'est aussi ça qui est sous-jacent dans les propos que tu as amenés. Voilà, je me suis permis d'entendre certaines choses. J'espère que j'ai pas été vraiment trop sourde. Et je voulais vraiment te remercier encore pour ce ton. Et je pense qu'on peut encore aller encore plus loin avec toi sur ces points-là. Merci. Merci, Florence. Informer, je dirais, des enjeux d'explication pour se sentir concerné et agir. Gilles Pirou, vice-président de l'IRMA, merci. Oui, merci pour l'exposé. Je crois que tout le monde va être content ce matin. Une remarque un peu générale sur laquelle vous réagirez ou pas. Est-ce qu'on ne fait pas une erreur si on ne parle que de réduction des émissions de gaz à effet de serre? Ne faut-il pas parler de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, d'impact du réchauffement climatique sur la santé par rapport à la qualité de l'eau et à tout ce qui se développe dans des milieux qui se réchauffent, d'impact sur la qualité de l'air, les questions de santé liées à la qualité de l'air dont on parle beaucoup avec le sujet des ZFE, je n'ouvre pas le débat. Et puis plus généralement de nos politiques environnementales qui doivent être complètement intégrées et traitées de tous ces volets, compris d'ailleurs le coût environnemental des mesures qu'on prend quand on veut promouvoir la voiture électrique qui vient de très loin. Là aussi, je ne rentre pas trop dans le débat parce que c'est peut-être sûrement polémique. Voilà. Est-ce que le sujet n'est pas aussi de se dire on doit avoir des politiques intégrées qui traitent de tous les volets, et tout ça va nous aider par des leviers qui vont, par effet domino positif, nous permettre de progresser. Ouais, deux mots.
Alors, dans les présentations que je fais, je reconnais que c'est un truc de monomaniaque. Hein. C'est-à-dire que je ne parle exclusivement que de l'aspect gaz à effet de serre. On est aujourd'hui confronté à un effondrement de la biodiversité qui va nous rattraper dans des proportions incroyables. Il y a des tas d'autres problèmes. Il y a des problèmes sociétaux, on pourrait parler du droit des femmes, etc. Enfin, les chantiers sont quasi infinis. Mon propos, c'est de dire, on est dans une situation d'extrême urgence sur le changement climatique. C'est-à-dire que si on veut rester en dessous des 2 degrés, c'est des décisions radicales à prendre dans les 10 ans qui viennent. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer, ça veut dire que dans les 10 ans qui viennent, il faut embarquer, il faut démarrer les choses de façon très importante. Aujourd'hui, on n'est pas du tout là-dedans, et on va passer les 2 degrés, et là, après, je veux dire, le drame, c'est que dans 10 ou 20 ans, parti comme on est, on va se dire, mais comment on a pu faire ça, quoi ? Comment on savait tout, et on n'a rien fait. Et donc, il y a une urgence, moi je parle de cette urgence, et la très bonne nouvelle, c'est qu'on peut décarboner la société en la laissant aussi inégalitaire, injuste et inadaptée que ce qu'elle est aujourd'hui. On n'est pas obligé de régler tous les problèmes en même temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas le faire, mais ça veut dire qu'il faut clairement... Il y a des priorités, et le changement climatique est une priorité très nette, pas seulement pour les risques naturels. Merci, on arrive à la fin. Oui, une dernière question. Présentez-vous. Oui, donc toujours Nicolas Georges, géolite. Pour revenir sur ma question de tout à l'heure, est-ce que dans ce cas-là, la meilleure évolution qu'on puisse faire, alors je me tourne vers la SAD, je ne sais pas s'il y a des gens de la DGPR ou du ministère de l'Environnement qui s'occupent des PPR, est-ce que la meilleure adaptation qu'on puisse faire, d'après votre exposé, dont je vous remercie beaucoup, c'est de mettre en première ligne de nos règlements de PPR et de rajouter ça, du coup, au guide des cours d'eau torrentiels, que au-delà des mesures locales, on interdit du coup les mouvements à vocation touristique de l'altisurface de Courchevel et les mouvements à vocation touristique de l'aérodrome du Bourget-du-Lac. Alors je ne sais pas mettre dans un PPR des choses qu'on interdit. Moi, je ne suis pas très partisan de l'interdiction. Après, clairement, je pense qu'il faut annoncer que, par exemple, si on établit aujourd'hui un PPR, ça peut être sous réserve d'une réduction de 30% des gaz à effet de serre sur le département ou sur la commune dans les 5 années qui viennent. Ça, c'est possible. Mais je dirais que notre rôle, quand on est à l'interface, quand on est des techniciens comme nous, notre rôle, c'est pas d'influer, d'impulser une politique. Le rôle, c'est de poser la question. Et aujourd'hui, la question, elle a disparu. Quand vous regardez ce que les manifestations sur le changement climatique, aujourd'hui, on est uniquement dans l'adaptation. La décarbonation a disparu du débat public, c'est dramatique. Et aujourd'hui, si on ne parle pas de décarbonation, on est sûr qu'on n'y arrivera jamais. Donc il ne faut pas... après, c'est des choix, il y a des choix politiques à faire. Est-ce que je renonce aux Brésiliens qui viennent une semaine au ski ? C'est sans doute judicieux, quoi. Mais après, c'est des choix politiques qui ne nous appartiennent plus. Par contre, dire il n'y aura pas de... alors, comme Yann le disait, les choses sont très variables d'un site à un autre. Hein, donc, on peut pas, en montagne, on ne peut pas généraliser. Ce n'est pas partout la même chose. Mais dire, il y a, par exemple, moi, je n'ai pas trop d'état d'âme à dire il n'y a pas d'avenir à la Bérarde s'il n'y a pas réduction des émissions de gaz à effet de serre et si on n'échappe pas à un réchauffement qui est supérieur à 2 degrés. Ça, c'est des choses qu'on peut dire. Après, libre aux politiques, libre à la société de choisir comment on arrive à ce résultat-là. Mais en tout cas, poser la question et mettre la question sur la table, c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Très bien, merci. Écoutez, on va donner la parole en conclusion pour un mot, Serge Taboulot. On ne m'enlève pas de l'esprit qu'il va falloir territorialiser nos politiques.
Il y a un enjeu majeur. Monsieur le Président, merci. Et merci à ceux qui étaient à distance. Moi, je vais tout simplement remercier Vincent pour le côté didactique et pragmatique de ses propos, d'avoir posé les bonnes questions. Je crois qu'on ne se connaissait pas et on découvre que finalement notre avis converge, et poser sur la place publique ces questions-là, c'est vraiment essentiel pour qu'on progresse, et effectivement avec une idée de territorialiser ces questions sur le monde de la montagne dont on est tous amoureux, ceux qui sont autour de cette salle et à distance. Merci à tous pour votre participation et à bientôt sans doute pour une prochaine matinale. Merci Vincent. Merci à tous.